Une commande radio émise depuis la Terre à l'heure actuelle n'atteindra pas notre vaisseau spatial opérationnel le plus éloigné avant près d'une journée entière. Parlez-lui et votre sentence arrivera demain. C'est la première chose que la distance vole. Conversation. Plus on va loin, plus il en faut. Entre les étoiles, elle vous vole votre vie. À travers la galaxie, elle vole votre civilisation. Et à très grande échelle, l'espace lui-même s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser, volant entièrement la destination. L'univers n'est pas effrayant simplement parce qu'il est vaste. C'est effrayant, car chaque pas vers l'extérieur efface discrètement quelque chose que l'on croyait posséder. Une réponse, un secours, un moment partagé, un lieu où l'on pourrait un jour arriver. La distance n'est pas le vide. La distance est une soustraction. Et plus on regarde au loin, plus elle s'impose discrètement. Si cette idée vous perturbe autant qu'elle me perturbe, rendez-moi service et cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela aide discrètement cette petite chaîne bien plus que vous ne le pensez. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. Dans une salle de contrôle du sud de la Californie, un ingénieur saisit une courte série de commandes, la vérifie 2 fois et appuie sur « Envoyer ». Puis elle fait quelque chose qui semblerait absurde dans presque n'importe quelle autre profession sur Terre. Elle attend. Pas une seconde, pas une heure. Elle s'installe pour attendre pendant presque 2 jours. La commande est en route vers Voyager 1, la machine opérationnelle la plus éloignée que notre espèce ait jamais construite. À l'heure actuelle, ce vaisseau spatial se trouve à environ 25 milliards de kilomètres, soit environ 16 milliards de miles, dérivant dans l'obscurité, au-delà de toutes les planètes, au-delà des limites de la bulle magnétique du Soleil, en plein espace interstellaire. Son signal radio n'est pas lent. Il voyage à la vitesse de la lumière, la vitesse maximale autorisée pour tout objet dans cet univers, soit 300 000 km par seconde. Et même à cette vitesse impossible, le message met environ 23 heures et demie pour arriver à destination. Si le vaisseau spatial répond, cette réponse mettra encore 23 heures et demie pour parvenir à destination. Ainsi, lorsqu'un ingénieur dit bonjour à Voyager 1 le lundi, la sonde ne répond que le mercredi. Une simple question par oui ou par non se transforme en un échange de 2 jours. Il n'y a pas de conversation ici. C'est impossible. Au moment où vous apprenez comment le vaisseau spatial a réagi à votre dernière instruction, une journée entière s'est déjà écoulée, et le vaisseau spatial a dû en subir les conséquences seul pendant tout ce temps. C'est la première chose que la distance nous enlève, bien avant que l'espace ne devienne véritablement immense. Cela nécessite la réponse, l'échange dont dépendent discrètement chaque relation humaine, chaque sauvetage, chaque acte de travail d'équipe. Nous ne remarquons presque jamais cette dépendance, car, ici sur le terrain, la réponse est instantanée. Vous parlez et la réponse arrive avant même que vous ayez fini de respirer. Mais si l'on s'aventure plus loin dans le système solaire, cette réponse instantanée commence à s'étirer, puis à se fissurer, puis à se rompre complètement. Et une fois que ça casse, tout ce que nous supposons pouvoir aider, réparer, sauver, s'effondre avec ça. Considérez ce que Voyager 1 a vécu récemment. Fin 2023, le vaisseau spatial a commencé à envoyer un flux de données dénué de sens. Le même schéma se répétant sans cesse, une sorte de bégaiement numérique. Un élément de son ordinateur vieillissant avait dysfonctionné. L'équipe qui avait bâti sa carrière autour de cette sonde s'est soudainement retrouvée face à un patient qui ne pouvait être examiné que sur un intervalle de plusieurs heures de lumière, chaque test nécessitant plusieurs jours. Envoyez un diagnostic. Attendez un jour pour qu'il arrive. Attendez que le vaisseau spatial agisse. Attendez encore un jour pour que le résultat finisse par arriver. Vérifiez le résultat. Pensez. Essayez à nouveau. Un problème qu'un ingénieur aurait pu résoudre en un après-midi, si le matériel se trouvait sur un établi, a nécessité des mois de travail à résoudre à 25 milliards de kilomètres de distance. Ils ont fini par trouver la solution, mais ils l'ont trouvée comme on désamorce une bombe les yeux bandés en lisant le manuel par la poste. La situation s'est encore compliquée en 2025. L'unique antenne géante capable d'envoyer des commandes aux 2 sondes Voyager, une parabole de 70 mètres appelée Deep Space Station 43, située à Crano, en Australie, est restée hors service pendant la majeure partie de l'année pour des mises à niveau essentielles. Avant que tout ne s'éteigne, les ingénieurs ont dû se démener pour réactiver un ensemble de propulseurs de secours
qui étaient restés inactifs pendant des décennies. Car si ces propulseurs tombaient en panne pendant la coupure de courant, il serait impossible d'envoyer la réparation à temps. Imaginez l'étrangeté de la chose. Une machine inaccessible pendant des mois, qui ne peut être commandée que par une seule antenne parabolique, située sur un seul continent, qui répond aux questions avec un jour de retard et qui file actuellement hors du système solaire à 61 000 km/h, sans possibilité de faire demi-tour. La distance n'a pas seulement ralenti la conversation. Cela a rendu le sauvetage, au sens habituel du terme, totalement impossible. Si Voyager 1 s'éteint cette nuit, elle s'éteint seule, et personne ne le saura pendant 24 heures. Il est important de s'arrêter un instant pour réaliser à quel point ce lien de contact est fragile. Car la distance n'affecte pas seulement la vitesse d'un message, mais aussi sa force même. Un signal radio ne met pas seulement du temps à traverser l'espace. Elle s'étend également au fur et à mesure de son déplacement, s'amincissant et s'affaiblissant à chaque kilomètre, jusqu'à ce que, lorsqu'elle arrive à destination, il ne reste presque plus rien. Voyager 1 émet avec une puissance d'environ 23 dV, à peu près la même chose qu'une ampoule de réfrigérateur faiblement allumée. Lorsque ce signal a parcouru 25 milliards de kilomètres et a balayé la Terre, il s'est tellement étalé que les antennes paraboliques géantes qui le captent ne reçoivent qu'une infime fraction de milliardième de watts. L'énergie totale recueillie grâce à toutes les transmissions de Voyager sur près de 50 ans est si faible qu'elle serait insignifiante comparée à l'impact imperceptible d'un simple flocon de neige se déposant sur le sol. Nous sommes littéralement en train de reconstituer un portrait de l'espace interstellaire à partir d'un murmure des milliards de fois plus faible que la puissance d'une pile de montres-bracelets. Pour entendre un murmure aussi faible, il faut des oreilles extraordinaires. Et nous n'en avons que quelques-uns. Chaque commande que nous envoyons dans l'espace lointain et chaque réponse que nous recevons transite par le réseau de communication avec l'espace lointain, un petit ensemble d'énormes antennes paraboliques réparties sur seulement 3 sites sur Terre. L'une en Californie, l'autre en Espagne et la dernière en Australie, réparties à peu près uniformément autour de la planète, de sorte qu'au fur et à mesure que la Terre tourne, au moins l'une d'entre elles soit toujours orientée vers les confins du système solaire. Cette poignée d'antennes constitue l'unique lien entre l'humanité et chaque engin spatial lointain que nous exploitons, et elle est irrémédiablement surchargée, avec bien plus de missions nécessitant son attention qu'elle ne peut en gérer. Chaque sonde ne bénéficiait que de créneaux horaires prédéfinis pour l'écoute de ce précieux temps. Pire encore, les engins spatiaux les plus éloignés dépendent d'une seule antenne parabolique. Du fait de la trajectoire que suit désormais Voyager 1, une seule antenne est présente sur toute la Terre, la grande parabole de 70 mm située à Ceará. L'Australie est capable de lui envoyer des ordres. Un plat sur un continent pour l'objet le plus éloigné que nous ayons jamais fabriqué. Lorsque cette antenne a été mise hors service pour des travaux de modernisation, notre capacité à communiquer avec Voyager a été interrompue avec elle. Les données continuaient d'arriver au compte-gouttes à environ 160 bits par seconde, un débit bien plus lent que l'Internet par ligne commuté des années 1990. Onda est tellement lente que le renvoi d'une seule image peut prendre des heures. Mais notre capacité à répondre, à commander, à corriger, reposait entièrement sur une seule machine, à un seul endroit. Et cette discussion ne durera pas éternellement, pour une raison qui n'a rien à voir avec un quelconque échec. Voyager 1 ajoute chaque année à son voyage une distance 3,5 fois supérieure à celle qui sépare la Terre du Soleil. Et à mesure qu'il s'éloigne, son signal s'affaiblit encore, se dispersant de plus en plus sur le gouffre qui s'élargit. Sa source d'énergie vieillissante s'affaiblit également d'année en année, de sorte que les 23 watts qu'elle transmettait autrefois diminuent lentement. D'ici une dizaine d'années, les deux se croiseront. Le signal s'estompera jusqu'à devenir inaudible. Même nos meilleurs plats peuvent être affectés par le bruit ambiant, ou bien l'alimentation tombera en panne et Voyager restera silencieux, non pas à cause d'une panne mécanique, mais simplement parce qu'il sera allé trop loin. Nous ne perdrons pas Voyager à cause d'un dysfonctionnement. Nous allons le perdre à cause de la distance. La machine pourrait encore fonctionner parfaitement, continuer sa course, transmettre son message dans l'obscurité, et nous ne pourrons tout simplement plus l'entendre. La distance aura accompli ce qu'aucun accident n'aurait pu. Cela aura discrètement mis fin à la conversation,
un mot qui s'estompe à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à recevoir. Maintenant, vous pourriez penser que voyager est un cas extrême, une victime particulière de 50 ans et 16 milliards de kilomètres. Ramenons donc complètement vers l'objet le plus proche dans le ciel. Celui qui semble assez proche pour être touché. La Lune se situe à environ 384 000 kilomètres de la Terre. À l'échelle cosmique, cela ne représente rien. À 2 pas. Le tout premier pas hors de notre porte. Et pourtant, même ici, la lumière n'est pas instantanée. Un signal radio met environ 1,3 secondes pour traverser la distance entre la Terre et la Lune, ce qui signifie qu'un aller-retour prend environ 1 seconde et sa réponse environ 2,5 secondes. Vous avez entendu ce retard sans vous en rendre compte. Dans les anciens enregistrements des missions Apollo, écoutez attentivement le rythme des échanges entre le centre de contrôle et les astronautes. Un contrôleur parle et il y a une petite pause étrange, un temps trop long, avant que la réponse ne vienne. Cette pause n'est pas une hésitation. Cette pause, c'est la vitesse de la lumière rendue audible tandis que les mots montent jusqu'à la Lune et retombent tout aussi haut. 2 secondes et demie, ça paraît inoffensif. Mais la distance ne se contente pas de voler la réponse. Cela vole aussi le sauvetage. Et la Lune nous a enseigné cette leçon de la manière la plus terrifiante qui soit. En 1970, 3 astronautes étaient presque arrivés sur la Lune à bord d'Apollo 13, lorsqu'un réservoir d'oxygène explosa dans leur module de service. Ils se trouvaient à environ 330 000 kilomètres de chez eux. La radio fonctionnait. Les mots célèbres, le compte-rendu calme d'un problème, parvinrent à Houston en un peu plus d'1 seconde. La communication n'était donc pas l'obstacle cette fois-ci. Tout le reste était une barrière. Il n'y avait pas de navire de sauvetage. Il ne pouvait y avoir de navire de sauvetage. Aucun navire sur Terre ne pourrait être ravitaillé, mis à l'eau et envoyé à travers ce golfe à temps pour les atteindre. Les seules personnes qui auraient pu sauver ces 3 astronautes étaient les 3 astronautes eux-mêmes, guidés par des ingénieurs qui pouvaient communiquer avec eux, mais qui ne pourraient jamais les atteindre. Ils ont survécu en transformant leur module lunaire en canaux de sauvetage, en rationnant l'énergie, l'eau et l'air respirables, en faisant voler un vaisseau spatial endommagé autour de la Lune et en le faisant revenir à travers un couloir extrêmement étroit dans le ciel. Ils ont survécu, mais ils ont survécu parce qu'ils se sont sauvés eux-mêmes. La distance avait déjà décidé que personne d'autre ne pouvait concilier ces 2 idées, car ensemble, elles définissent cette première et plus infime étendue du cosmos. Près de la Terre, la réponse est encore rapide, mais les secours sont déjà partis. Poussez encore un peu, et la réponse commence elle aussi à disparaître. Voyager jusqu'à Mars, notre plus proche voisine parmi les planètes, et le léger décalage de 2 secondes de la Lune se transforme en un phénomène qui redéfinit la manière dont les missions doivent être menées. Mars et la Terre sont en mouvement constant, tantôt du même côté du Soleil, tantôt de part et d'autre. Lorsque les 2 mondes sont au plus près, un signal unidirectionnel prend environ 3 minutes. Lorsqu'ils sont éloignés l'un de l'autre, cela s'étend sur plus de 20 minutes. Cela signifie qu'une conversation aller-retour avec Mars peut durer entre environ 6 minutes et près de 45 minutes. Ce simple fait détermine la conception de tout ce que nous y envoyons. Lorsqu'un rover comme Curiosity ou Perseverance roule sur la surface martienne et s'approche du bord d'un cratère ou d'un champ de roches acérées, aucun conducteur sur Terre ne le dirige en temps réel. C'est impossible. Au moment où un humain en Californie a aperçu le danger et a crié « Arrêtez !», l'avertissement arriverait 10 ou 20 minutes trop tard et le rover serait déjà au fond du ravin. Nous ne pilotons donc pas directement ces machines. Nous leur donnons une destination et un certain niveau d'intelligence et nous les laissons progresser lentement, mais sûrement, tâtonnant le terrain, s'arrêtant dès que quelque chose cloche, car leurs partenaires humains sont en retard de plusieurs minutes et ne pourront jamais les rattraper. Le rover doit être à la fois son propre conducteur, son propre secouriste et son propre service d'urgence. Il n'y a pas d'autre choix. Imaginez le moment précis où cela compte. Un rover se rapproche lentement du bord d'une pente sur Mars. Ses caméras captent une zone de sol meuble et traître plus loin. Sur Terre, un opérateur voit la même image, mais 20 minutes après que les roues soient déjà en place. Si cet opérateur crie un avertissement, les mots n'arriveront que 20 minutes plus tard, bien après que le rover se soit arrêté ou ait basculé. La machine doit donc évaluer le danger à cet instant précis entièrement seule, car l'être humain le plus proche capable d'intervenir
se trouve en réalité 20 minutes dans le passé. Imaginez maintenant un être humain debout sur Mars à la place d'un robot. Imaginez un membre d'équipage avec un costume déchiré ou une douleur soudaine à la poitrine. Il n'est pas possible d'appeler à la maison pour obtenir de l'aide immédiatement. Un appel radio frénétique demandant un médecin est lancé, parcourt des dizaines de millions de kilomètres, et la réponse, même si un médecin est prêt à répondre au microphone sur Terre, ne peut parvenir que 40 minutes plus tard. Dans une situation d'urgence qui se mesure en secondes, un aller-retour de 40 minutes ne constitue pas un retard. C'est un mur. L'équipage sur Mars devrait se débrouiller seul, car la planète Terre entière, avec tous ses hôpitaux, ses experts et ses machines, serait constamment hors de portée à une demi-heure de route. Nous avons bâti toute notre histoire sur un monde où, en principe, l'aide peut toujours arriver. Mars efface discrètement cette promesse. Ce ne sont pas seulement les situations d'urgence que la distance corrode, c'est le simple réconfort humain de parler à ses proches. Un équipage sur Mars, à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, ne pourrait jamais avoir de conversation en direct avec qui que ce soit sur Terre, ni avec le centre de contrôle des missions, ni avec leur propre famille. Avec un délai aller-retour allant de 6 à 40 minutes, chaque échange se transformerait en quelque chose d'hésitant et d'étrange. Vous parliez, puis attendiez de longues minutes de silence pour finalement entendre une réponse à quelque chose que vous aviez dit une demi-heure auparavant, alors qu'à ce moment-là, vos propres pensées étaient déjà passées à autre chose. Il ne pouvait y avoir de rire partagé en temps réel, pas de réconfort rapide, pas d'échange d'un véritable dialogue. Un appel à la maison ressemblerait moins à une conversation qu'à un lent échange de lettres lues à voix haute. Chacune arrivant à un moment que son expéditeur ne pouvait voir. Pour les astronautes qui ont toujours connu la connexion instantanée d'un appel téléphonique, il s'agit d'un isolement profond et délibéré. Chaque équipage qui s'aventure sur Mars devra accepter que la voix chaleureuse et immédiate du foyer ait disparu, remplacée par un écho différé, et que pendant toute la durée de leur mission, ils soient aussi bien émotionnellement que physiquement seuls. Nous avons envoyé des hommes sur la Lune et maintenu un contact quasi instantané avec eux, un léger délai et pas plus. Mais la Lune est le dernier endroit où subsiste cette intimité. Plus on s'éloigne, plus la distance commence à effilocher le plus simple fil de la conversation humaine, étirant les voix de ceux que nous aimons jusqu'à ce qu'elles arrivent trop tard pour répondre au moment qui les a suscitées. Le coût de la traversée de l'espace, il s'avère, ne se paie pas seulement en carburant et en années, mais aussi par la rupture progressive du lien le plus fondamental qui soit, la capacité de parler et d'être entendu dès maintenant. Et il y a des moments où Mars ne se contente pas de retarder notre aide, mais la coupe complètement. Tous les 26 mois environ, dans la lente danse des deux planètes autour du Soleil, Mars passe de l'autre côté de notre étoile, de sorte que la ligne entre la Terre et Mars traverse directement le Soleil lui-même. Cet événement est appelé conjonction solaire, et lorsque cela se produit, le rayonnement solaire intense, composé de particules chargées et de parasites radio, inonde le canal entre les mondes, corrompant tout signal qui tente de le traverser. Une commande envoyée pendant cette période pourrait arriver sur Mars brouillé. Une instruction transformée en quelque chose de dangereux ou de dénué de sens. Nous ne prenons donc pas ce risque. Pendant environ 2 semaines, à chaque fois que cet alignement se produit, les contrôleurs de mission cessent complètement d'envoyer des commandes à leurs engins spatiaux, sur et autour de Mars. Ils gardent le silence volontairement. Réfléchissez à ce que cela signifie pour quiconque ou quoi que ce soit d'autre. Pendant 2 semaines, les rovers et les orbiteurs sur Mars sont complètement livrés à eux-mêmes, coupés de la Terre, non pas par un délai qu'ils peuvent attendre, mais par un mur d'interférences solaires que rien ne peut franchir. Ils sont préprogrammés avec des instructions leur intimant de rester en sécurité, de ne rien prendre de risqué, de simplement patienter jusqu'à ce que les planètes se déplacent et que le canal se dégage. Il n'existe pas de dispositif de secours, il n'y a pas de percée. Si un problème survenait durant ces semaines, la Terre serait même incapable d'envoyer un mot avant que le Soleil ne s'écarte du chemin. C'est une chose nouvelle et plus brutale qu'un simple retard. Un message retardé finit par arriver. Il vous suffit d'attendre. Mais lors de la conjonction, la connexion n'est pas lente. Il est sectionné. La distance, alliée à la géométrie de notre propre système solaire, a provoqué une panne d'électricité temporaire mais totale.
Un rappel que le lien dont nous dépendons n'est absolument pas garanti et peut être totalement rompu par la simple position des planètes. Et souvenez-vous, chaque barrière que nous avons vue jusqu'à présent se situe dans une région que la lumière peut traverser en quelques heures seulement. Les véritables gouffres ne font que commencer. Et Mars est encore proche. Continue. À Jupiter, plus de 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, un signal unidirectionnel prend entre 35 et 52 minutes environ, selon la position des deux planètes sur leurs orbites. Un simple aller-retour avec un vaisseau spatial à Jupiter peut prendre 1h30. Les sondes Galileo et Juno, qui ont étudié Jupiter, ne pourraient jamais être pilotées comme des avions, avec un pilote réagissant à chaque instant. Ils devaient se fier à leur propre jugement, à leur propre plan préétabli, car leur contrôleur avait toujours plus d'une demi-heure de retard sur la réalité. Au niveau de Saturne, le décalage dépasse 1 heure dans les deux sens. La sonde Cassini, qui a passé 13 ans à orbiter autour de cette planète aux anneaux, a exécuté la plupart de ses manœuvres les plus délicates de manière entièrement autonome, en suivant des instructions écrites et envoyées plusieurs jours à l'avance. Car le temps que la Terre puisse réagir à quoi que ce soit, le moment serait déjà passé depuis longtemps. Vient ensuite le domaine qui nous impose véritablement l'humilité, le système solaire externe, où les chiffres cessent de ressembler à des délais de communication et commencent à ressembler à la réponse à une question totalement différente. La lumière du Soleil atteint la Terre en environ 8 minutes. Nous sommes baignés par une lumière solaire qui a quitté sa source avant même que nous la voyions. Lorsque la lumière parvient enfin à Neptune, la planète la plus éloignée qui soit, elle a voyagé pendant environ 4 heures. Et sur Pluton, ce petit monde glacé aux confins de l'obscurité, la lumière du Soleil n'arrive qu'après environ 5 heures de voyage. Lorsque la sonde New Horizons a survolé Pluton durant l'été 2015, les signaux radio transportant ses premières photographies rapprochées ont mis environ 4 heures et demie pour atteindre la Terre. Les contrôleurs de mission étaient assis dans une pièce et attendaient tout un après-midi, sachant que le vaisseau spatial avait déjà réussi ou échoué des heures auparavant, que toute la rencontre était terminée et figée dans le passé, et que tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre que les nouvelles de quelque chose qui s'était déjà produit finissent d'arriver. Cette attente révèle une distinction que nous devons faire avec soin car toute la suite de cette histoire en dépend. Il faut compter le temps nécessaire à la lumière ou à un message radio pour parcourir une distance. Et il faut aussi compter le temps nécessaire à un vaisseau spatial physique, fait de métal et transportant du carburant, pour parcourir cette même distance. Ces deux nombres sont très éloignés l'un de l'autre, et l'écart qui les sépare est l'une des réalités les plus cruelles de toute l'histoire des voyages spatiaux. Regardez à nouveau New Horizons. Son signal radio provenant de Pluton a mis environ 4 heures et demie, mais le vaisseau spatial lui-même, l'un des objets les plus rapides que nous ayons jamais lancés, a mis 9 ans et demi pour effectuer ce même voyage. Light l'a fait en un après-midi. La machine a accompli cette tâche en près de 10 ans. Le délai de propagation de la lumière se mesure en heures à la limite des planètes. Le déplacement physique jusqu'à cette même limite se mesure en années. Quand on dit avec désinvolture que quelque chose se trouve à 5 heures-lumière de distance, on a facilement tendance à l'interpréter comme s'il s'agissait d'un court trajet. Ce n'est pas un voyage au sens humain du terme. C'est l'heure du signal. Le véritable voyage nécessaire à la réalisation de tout ce que nous pouvons construire est un périple qui consomme une part importante d'une carrière. Et les planètes ne sont la limite de rien. Ce n'est que le début. Au-delà de Pluton, l'influence du Soleil continue de s'étendre sous la forme du vent solaire, un mince flux de particules s'échappant de notre étoile dans toutes les directions. Ce vent creuse une vaste bulle autour de tout le système solaire, appelée héliosphère. Et ce n'est que lorsque vous franchissez sa limite extérieure que vous vous trouvez véritablement dans l'espace interstellaire. Voyager 1 a franchi cette limite en août 2012, après 35 ans de vol à une distance d'environ 120 unités astronomiques du Soleil. 120 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Il lui avait fallu plus de 30 ans pour sortir de sa bulle. Mais même cette zone d'influence n'est pas la véritable limite du domaine solaire. Bien au-delà se trouve le nuage Oort, une coquille sphérique colossale de corps glacés qui entoure tout le système solaire comme la fine écorce d'un fruit. Sa limite intérieure pourrait commencer à environ 2000 unités astronomiques. Ses confins extérieurs peuvent s'étendre jusqu'à 100 000 unités astronomiques, voire plus, atteignant presque la moitié de la distance
qui nous sépare de l'étoile la plus proche. C'est encore le territoire du Soleil. Ces mondes glacés lointains ressentent encore sa gravité, orbitent toujours faiblement autour d'elle, appartiennent toujours à notre système solaire. Et Voyager 1, notre ambassadeur le plus rapide et le plus éloigné, filant vers l'extérieur à 61 000 km/h, n'atteindra même pas la limite intérieure du nuage d'Oort avant environ 300 ans. Pour traverser entièrement cette zone, atteindre l'autre côté et déboucher dans le gouffre ouvert au-delà, il faudrait à ce vaisseau spatial environ 30 000 ans. Réfléchissez-y un instant, non pas comme à de la poésie, mais comme à un simple exercice d'ingénierie. Une machine qui vole déjà depuis près de 50 ans, qui est déjà l'objet le plus éloigné que nous ayons jamais fabriqué, qui parcourt des milliards de kilomètres chaque année, aurait besoin de 300 ans de plus, rien que pour atteindre la couche interne de la couche la plus externe de notre propre système solaire, et 300 siècles pour s'en détacher. L'étendue du système que nous appelons notre foyer est si immense que notre plus grand voyage à ce jour n'a pas encore achevé sa traversée et ne s'achèvera pas dans un laps de temps qui ait une quelconque signification pour une vie humaine. C'est dans ce domaine que ces conséquences s'accumulent les unes après les autres. La distance a d'abord interrompu la conversation sur la Lune, où la réponse est arrivée un peu trop tard. L'opération de sauvetage a été interrompue presque aussi rapidement lors d'Apollo 13, où l'aide ne pouvait physiquement pas arriver. Le problème s'est aggravé sur Mars, où quelques minutes de délai obligèrent nos machines à réfléchir par elles-mêmes et laissaient un astronaute bloqué hors de portée de toute aide en temps réel. Elle s'élargissait au niveau de Jupiter et de Saturne, où chaque décision importante devait être prise à l'avance, sans savoir ce vers quoi le vaisseau spatial était réellement orienté. Et cela devenait presque incompréhensible à la limite extérieure, là où la différence entre un signal et un navire passait de quelques heures à plusieurs années, et là où l'arrière-cour du Soleil s'avérait si vaste que nous ne l'avons pas traversé en un demi-siècle d'efforts. Et remarquez ce que chacun de ces problèmes a en commun. Aucun d'eux ne traite du danger au sens ordinaire du terme. Ce qui nous a perdus à chaque fois, ce n'était rien de plus dramatique que l'écart lui-même. L'immensité des kilomètres vides qui nous séparaient de ce que nous essayions d'atteindre. Voyager 1 n'est pas endommagée par les radiations ni par un sabotage. Elle est isolée par 23 heures et demie de lumière unidirectionnelle. L'astronaute martien n'est pas tué par un extraterrestre. Ils sont bloqués à cause d'un retard de 40 minutes aller-retour. À toutes les échelles que nous avons examinées, rien n'a pu nous nuire. La distance a retardé la réponse, retardé le sauvetage, retardé la possibilité de réagir à temps. Et tout cela s'est produit sans que nous ayons jamais quitté le voisinage gravitationnel du Soleil. Voici cependant la partie qui devrait véritablement vous inquiéter, ce qui transforme ce récit d'ingénierie en une histoire sur tout ce qui va suivre. Malgré sa taille colossale, malgré tous les siècles qu'il faudrait pour traverser tout le système solaire, les planètes, le héliosphère, le nuage, toute cette énorme bulle d'influence du Soleil à l'échelle du cosmos, il s'agit presque d'un seul point. La lumière met environ une journée pour atteindre Voyager 1. Il lui faudrait environ 1 an et demi pour atteindre la limite extérieure du nuage. C'est la largeur totale de notre maison mesurée en lumière. Des heures pour atteindre les planètes, 1 jour ou 2 pour notre machine la plus éloignée. Peut-être 18 mois pour atteindre la couche de glace la plus externe, et la chose la plus proche, l'étoile la plus proche de notre Soleil, est à plus de 4 années-lumière. Arrêtez-vous et prenez conscience de l'ampleur de ce saut. Nous venons de passer tout ce temps à regarder la distance démanteler notre capacité à parler et à aider. Et nous avons réalisé tout cela dans une zone que la lumière peut traverser en 1 jour ou 2. L'écart jusqu'à l'étoile la plus proche n'est pas un peu plus grand que cela. Il est des milliers de fois plus grand. Tout ce à quoi nous avons été confrontés jusqu'à présent, les retards interminables, les sauvetages impossibles, les décennies de voyage, s'est déroulé dans un espace qui n'est lui-même qu'une erreur d'arrondi comparé au vide qui commence là où le système solaire s'achève. Voyager 1 vole depuis près de 50 ans. Et si l'on mesurait la distance parcourue par rapport à la distance qui la sépare de l'étoile voisine la plus proche, elle aurait parcouru environ 0,3 millième de 1% du trajet. Non pas 3%, mais 3 millièmes de 1%. Après un demi-siècle, à 61 000 km/h, notre engin spatial le plus éloigné a à peine quitté le perron. Ainsi, à cette première échelle, la distance a déjà permis la réponse et le sauvetage,
mais elle l'a fait tout en nous permettant de conserver un dernier réconfort, une hypothèse à laquelle nous n'avons pas encore été contraints de renoncer. À l'intérieur du système solaire, quelle que soit la durée du retard, une mission peut toujours être mesurée en termes humains. Une carrière, une vie professionnelle. Les ingénieurs qui ont lancé une sonde peuvent encore être en vie pour la voir arriver. Ceux qui ont dit au revoir à New Horizons l'ont vu atteindre Pluton moins de 10 ans plus tard. Les hommes et les femmes qui ont construit Voyager l'ont suivi pendant 50 ans. Les retards sont terribles, mais les trajets tiennent tout juste dans le temps d'une personne. Voilà l'hypothèse qui va être remise en question, car dès l'instant où nous quittons cette bulle et visons l'étoile la plus proche, la distance cesse de simplement retarder nos messages et commence à survivre aux messagers eux-mêmes. Le prochain intervalle ne se mesure pas à l'aune d'un après-midi, d'une carrière ou même d'une longue vie humaine. Elle se mesure à l'aune des générations. Et de comprendre pourquoi le vide entre les étoiles constitue une barrière fondamentalement différente de tout ce que nous venons de voir. Pourquoi la traversée survivrait non seulement à une mission, mais aussi à tous ceux qui y ont travaillé. Nous devons quitter complètement le porche et nous retrouver dans l'obscurité entre le Soleil et ses voisins. Sortez des limites du système solaire, au-delà des derniers corps glacés du nuage Oort, et pointez-vous vers l'étoile la plus proche. Vous faites maintenant face à Proxima Centauri, une petite naine rouge peu lumineuse située à environ 4,2 années-lumière. C'est le Soleil le plus proche du nôtre, la toute prochaine île de lumière dans l'obscurité. Et y parvenir représente le plus court voyage interstellaire qui existe physiquement. Il n'y a rien de plus proche. Et pourtant, ce passage stellaire, le plus court de tous, est sur le point d'emporter tout ce qui s'est brisé il y a un instant. La réponse tardive, le sauvetage impossible, les années de voyage qui s'étirent au-delà du point de rupture de la vie humaine elle-même. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord être honnête sur ce qu'est réellement une année-lumière, car cette expression trompe presque tous ceux qui l'entendent. Une année-lumière, ça sonne comme une unité de mesure du temps. Ce n'est pas. Une année-lumière est une distance. Il s'agit de la distance parcourue par la lumière, se déplaçant à 300 000 km par seconde en une année complète. Si on fait ce calcul, une seule année-lumière équivaut à environ 9,12 billions de kilomètres, soit environ 6 billions de miles. Donc, quand on dit que Proxima Centauri est à 4,2 années-lumière, nous ne disons pas qu'il faut 4 ans pour y arriver. Nous affirmons que même la lumière, la chose la plus rapide que l'univers permette, met 4,2 ans, rien que pour franchir l'écart. Tout ce qui est plus lent, c'est-à-dire tout ce que nous avons construit ou pourrions plausiblement construire, nécessite beaucoup plus de temps, presque incroyablement long. Mais combien de temps encore? Commencez par le vide lui-même, car la distance entre les étoiles n'est pas simplement grande. C'est une sorte de vide si total que nos instincts n'y ont aucune prise. Imaginez réduire le Soleil à la taille d'un ballon de basket posé sur un terrain dans une ville. À cette même échelle, la Terre serait un grain de sable à environ 30 mètres de distance, et tout le système solaire jusqu'à Neptune tiendrait dans un quartier modeste. Où se trouverait l'étoile la plus proche? Le prochain match de basket, ce ne serait pas dans la ville voisine, ce ne serait pas dans le pays voisin. À cette échelle, le ballon de basket le plus proche se trouverait à environ 6000 km dans une autre ville, sur un autre continent. Entre ces deux ballons de basket, il n'y aurait presque rien. Pas d'étoiles, pas de planète, pas de chaleur. Un immense gouffre froid d'espace vide, si vaste que les deux soleils pourraient tout aussi bien ignorer l'existence de l'autre. Voilà la véritable texture de notre galaxie. Non pas un ciel encombré de voisins, mais de minuscules points de feu solitaires séparés par des océans de néant. Maintenant, placez un véritable vaisseau spatial dans ce gouffre et observez ce qui arrive au temps. Voyager 1, la machine que nous avons suivie un peu plus tôt, voyage à environ 61 000 km/h. C'est plus rapide qu'une balle, plus rapide que tout ce que la plupart des gens peuvent imaginer en mouvement. Voyager n'est pas dirigé vers Proxima Centauri, mais si c'était le cas, si on pouvait la faire pivoter et l'envoyer directement vers l'étoile la plus proche, elle arriverait en environ 73 000 ans. Pas 73, 73 000. Pour donner une image concrète à ce nombre, toute l'histoire écrite, du premier mot écrit à cette phrase, ne représente qu'environ 5000 ans. Notre sonde interstellaire la plus rapide aurait besoin que toute cette période de l'histoire se déroule plus de 14 fois pour atteindre l'étoile la plus proche de la nôtre. Et voyager ne le fera jamais,
car elle ne se dirige vers aucune étoile en particulier. Elle se propage simplement vers l'extérieur à travers la galaxie. Et les calculs mathématiques froids de sa trajectoire font qu'en environ 40 000 ans, elle dérivera à moins de 1,6 années-lumière d'une naine rouge peu lumineuse, appelée Gley. 445. Et même cela n'est pas une arrivée, mais un passage lointain, un navire glissant devant un phare qu'il ne visitera jamais. Tel est le destin de nos plus grands voyages. Ils n'atteignent pas d'autres étoiles. Ils errent entre eux pour toujours, devenant plus froids et plus silencieux, et les étoiles n'y prêtent aucune attention. Et pourtant, nous avons envoyé quelque chose avec eux. Quoi qu'il en soit, sachant tout cela, chaque sonde voyagée est fixée sur son côté par un disque plaqué or, un enregistrement photographique scellé dans un boîtier protecteur, conçu pour survivre pendant 1 milliard d'années, voire plus, dans le vide spatial. Une petite équipe, dirigée par l'astronome Carl Schön, y a encodé un portrait de notre monde entier. Des salutations prononcées en 55 langues, le rire d'un enfant, le bruit de la pluie et des vagues, les battements d'un cœur humain, de la musique du monde entier, et plus d'une centaine d'images de qui et de ce que nous sommes. Des instructions, gravées dans le langage universel de la physique, expliquent comment y jouer et comment trouver le monde dont il provient. Réfléchissez bien à ce qu'est cet objet, car il est l'expression la plus pure de tout ce que nous avons entouré. Le disque d'or est un message sans attente de réponse, ni de réponse différée, ni de réponse transmise de génération en génération, mais sans aucune réponse, et ce, intentionnellement. Ses concepteurs savaient que le vaisseau spatial n'atteindrait aucune étoile avant des dizaines de milliers d'années et ne s'en approcherait pas avant 40 000 ans. Ils savaient que quoi que ce soit qui puisse un jour le trouver, si jamais quelque chose le trouve, serait séparé de nous, non pas par des années ou des siècles, mais très probablement par des périodes plus longues que l'existence de notre espèce. Ils n'écrivaient à personne de vivant. Ils n'écrivaient à personne, ni aux enfants de leurs enfants. Ils écrivaient au futur le plus lointain, envoyant une lettre si lointaine que l'idée même de réponse se dissout. Voilà ce que la distance fait à la communication lorsqu'elle s'étend entre les étoiles. Cela ne se contente pas de ralentir une conversation. Cela élimine complètement l'autre moitié de la conversation. Le disque d'or, c'est l'humanité qui parle dans un silence si vaste que nous l'avons déjà accepté. Nous n'aurons jamais de réponse. Une lettre adressée à personne en particulier. Oblitérée à une époque si lointaine que tous ceux qui l'ont écrite et tous ceux qui liront un jour ces mots auront disparu depuis longtemps avant qu'elle puisse être ouverte. Nous ne l'avons pas envoyée en nous attendant à être contactés. Nous l'avons envoyée car l'alternative était de ne rien envoyer du tout et de disparaître sans jamais avoir pris la parole contre une distance qui survit à toute vie humaine. Seul un message conçu pour survivre à l'espèce humaine avait un sens. Vous pourriez espérer que nous puissions simplement construire quelque chose plus rapidement, et nous avons construit plus vite. La sonde solaire Parker, filant autour du Soleil grâce à l'énergie gravitationnelle de nos étoiles, a brièvement atteint près de 700 000 km/h, ce qui en fait l'objet le plus rapide jamais fabriqué par l'homme. Mais il s'agit d'un pic momentané atteint en descendant vers le Soleil, et non d'une vitesse de croisière permettant d'atteindre une autre étoile. Même si vous parveniez d'une manière ou d'une autre à maintenir ce rythme effréné tout au long du trajet, un voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait tout de même plus de 6000 ans. 6000 ans à la vitesse la plus rapide jamais atteinte par une machine, quelles que soient les conditions. Le problème n'est pas que nos fusées soient un peu trop lentes. Le problème, c'est que la distance est tellement immense que même nos meilleurs efforts sont insuffisants face à des facteurs qui engloutissent des civilisations entières. Voilà ce que la distance apporte de nouveau à cette échelle, une conséquence qui n'existait pas auparavant au sein du système solaire. Les retards ont été brutaux, mais une mission restait compatible avec une vie humaine. Les personnes qui ont construit Voyager l'ont suivi pendant 50 ans, et beaucoup sont encore en vie aujourd'hui. L'équipe qui avait fait ses adieux à New Horizons l'a vu atteindre Pluton moins de 10 ans plus tard. Les voyages étaient longs, mais les voyageurs et les veilleurs étaient les mêmes personnes. Pénétrer dans l'espace interstellaire et tout s'achève discrètement. Un vaisseau envoyé vers l'étoile la plus proche, à une vitesse que nous pouvons atteindre, survivrait à chacun des individus qui l'ont lancé. L'ingénieur qui conçoit le moteur, le technicien qui serre le dernier boulon, la famille qui assiste au lancement, tous seraient réduits en poussière,
et les arrière-arrière-petits-enfants de leurs enfants le seraient également, avant même l'arrivée du navire. La distance n'est plus un facteur de retard pour le message. Elle a commencé à survivre aux messagers. Et c'est là que l'histoire prend une tournure remarquable, car la nature nous a déjà montré de sa propre main à quel point ces îles stellaires sont isolées. En juillet 2025, des astronomes ont repéré un objet peu lumineux se déplaçant dans le système solaire interne sur une trajectoire qui n'avait aucun sens pour un être né ici. Son orbite n'était pas une boucle fermée autour du Soleil, mais une trajectoire hyperbolique ouverte. Et sa vitesse était bien trop élevée pour être l'une des nôtres. Il s'appelait l'Atlas des trois yeux, le troisième objet interstellaire jamais confirmé. Un visiteur venu d'une autre étoile. En juin 2026, une étude approfondie avait permis de déterminer de quoi il s'agissait. Il ne s'agit pas d'un vaisseau spatial, ni d'un objet artificiel, malgré les spéculations inévitables, mais d'une comète naturelle, une ancienne boule de glace et de poussière, peut-être plus vieille que le Soleil lui-même, éjectée il y a longtemps d'un système planétaire lointain et dérivant depuis lors entre les étoiles. Réfléchissez à ce que représente 3 Atlas. Voici un fragment d'un autre système solaire qui nous est parvenu. La matière peut donc traverser le gouffre entre les étoiles. Mais regardez comment ça s'est passé. Il a traversé notre système solaire à environ 60 km/s, environ 2 fois plus rapide que nos fusées les plus rapides. Et même à cette vitesse prodigieuse, le voyage depuis son étoile d'origine jusqu'à la nôtre n'a pas duré des siècles, ni des millénaires, mais très certainement des centaines de millions, voire des milliards d'années. Il n'était pas piloté. Ce n'était pas grossier. Elle a tout simplement été jetée dans l'obscurité et laissée à tomber pendant une période plus longue que l'existence de la vie complexe sur Terre, jusqu'à ce que le pur hasard la fasse passer devant notre Soleil. Et maintenant, elle repart, glissant vers Jupiter et au-delà pour ne jamais revenir, disparaissant dans le même vide d'où elle est venue. La nature peut déplacer des objets entre les étoiles, mais elle le fait sur des échelles de temps qui font paraître une vie humaine comme le clin d'œil d'un seul après-midi. Voilà le sens profond de la distance interstellaire. C'est pourquoi les systèmes planétaires ne sont pas voisins, au sens où nous l'entendons. Chaque étoile, avec sa famille de mondes, est une île scellée, séparée de toutes les autres par des gouffres que les voyageurs physiques mettent des années-lumière et des dizaines de milliers d'années à traverser. Notre Soleil et ses planètes forment une de ces îles. Le système Alpha Centauri, où Proxima Centauri poursuit son orbite solitaire autour des 2 étoiles les plus brillantes, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, est l'île la plus proche. Et nous avons déjà découvert que Proxima Centauri abrite au moins une planète, un monde appelé Proxima B, confirmé en 2016, orbitant dans la zone où l'eau liquide pourrait en principe exister. Il y a donc une planète autour de l'étoile la plus proche. Il y a peut-être même un endroit qui vaut le détour, et elle reste, en pratique, inaccessible durant toute une vie qui déciderait d'entreprendre le voyage. Si une seule vie humaine ne peut survivre au voyage, peut-être que plusieurs vies peuvent être enchaînées ensemble pour y survivre. C'est le principe du vaisseau générationnel, et c'est l'une des rares réponses honnêtes à la question de la distance interstellaire qui ne nécessite pas d'enfreindre les lois de la physique. Le concept est simple à énoncer et stupéfiant à comprendre. Vous construisez un vaisseau suffisamment grand pour constituer un monde clos et autosuffisant. L'air, l'eau, la nourriture, le sol, tout est recyclé depuis des siècles. Entourez-vous de personnes qui comprennent une dure réalité. Ils vivront toute leur vie à bord, élèveront leurs enfants à bord, vieilliront et mourront à bord, sans jamais voir leur destination. Leurs petits-enfants ou leurs arrière-arrière-petits-enfants, nés en transit, sans connaître d'autres foyers, seraient ceux qui atteindraient enfin une étoile dont leurs ancêtres n'avaient fait que rêver. Les voyageurs qui achevaient le voyage étaient différents de ceux qui l'avaient entrepris, séparés depuis le départ non par la distance, mais par la lente accumulation des générations. Il ne s'agit pas d'un retard que vous devez attendre, c'est un retard que vous devez transmettre comme un héritage à des personnes qui n'existent pas encore et qui n'ont jamais consenti à le supporter. Toutes les hypothèses que nous avons concernant un voyage, on entreprend un trajet, on arrive à destination, s'effondrent. À bord d'un vaisseau générationnel, un groupe part et un groupe complètement différent, leurs descendants, arrivent. La distance est si grande qu'elle doit être franchie non par une personne mais par une lignée.
Et le succès de la mission dépend de la capacité d'une société à se maintenir unie dans un monde métallique scellé pendant une durée supérieure à celle de la plupart des empires humains. Bien sûr, certains auront recours aux raccourcis. Et il est important d'être honnête à ce sujet, car ce sont de véritables idées poursuivies par des personnes sérieuses, mais elles restent fermement ancrées dans le domaine de la spéculation et non dans celui de la réalisation. Le plus ambitieux est un concept appelé Breakthrough Starshot, proposé en 2016. L'idée est d'abandonner complètement les vaisseaux lourds et rudimentaires et de lancer à la place un essaim de minuscules sondes ultra-légères, chacune étant une puce avec une fine voile réfléchissante, puis de les propulser avec un énorme banc de laser terrestre. En principe, une telle voile pourrait être accélérée à environ 20% de la vitesse de la lumière. À ce rythme, une sonde pourrait atteindre Alpha Centauri en une vingtaine d'années, soit enfin le temps d'une vie humaine. C'est une belle idée, mais elle n'existe que sur le papier et dans les laboratoires. Aucun réseau laser de ce type n'a été construit. Aucune voile n'a résisté à de telles forces. Et même si tout fonctionnait parfaitement, les sondes seraient des caméras de la taille d'1 gramme, et non des colons. Ils passeraient devant Proxima Centauri en quelques heures, prenant quelques photos sans pouvoir ralentir, puis poursuivraient leur route vers l'obscurité pour toujours. Nous recevrions une carte postale, pas un point d'appui. Mais supposons que nous laissions de côté les sondes légères et que nous posions la question plus difficile. Que se passe-t-il pour un équipage humain qui parvient d'une manière ou d'une autre à atteindre une grande partie de la vitesse de la lumière? Ici, l'univers offre quelque chose de véritablement étrange. Une faille qui ressemble presque à de la clémence jusqu'à ce qu'on en voie le prix. La relativité d'Einstein nous explique que le temps lui-même n'est pas le même pour un voyageur se déplaçant rapidement que pour ceux qui sont restés en arrière. Plus vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, plus votre propre horloge fonctionne plus lentement que celle du monde que vous avez quitté. À 99% de la vitesse de la lumière, le temps à bord du vaisseau s'écoulerait si lentement que l'équipage ne vieillirait que d'une seule année, alors que 7 années s'écouleraient sur Terre. Rapprochez-vous encore, et l'écart se creusera sans limite. À première vue, cela semble détruire le mur que nous venons de construire. Si le temps s'écoule plus lentement pour l'équipage, alors peut-être qu'une traversée qui prend des décennies, voire des siècles, depuis la Terre pourrait être vécue en quelques années seulement par les personnes à bord. Un voyageur se déplaçant suffisamment vite pourrait en principe traverser non seulement Proxima Centauri, mais aussi pénétrer profondément dans la galaxie au cours de sa vie. Leur horloge personnelle tourne au ralenti, tandis que le cosmos extérieur s'emballe. Le voyage trouverait finalement sa place dans une vie, mais seulement dans celle du voyageur, et seulement en sacrifiant tout ce qui se trouve en dehors de cela, car c'est là que réside la cruauté cachée dans cette faille. Le ralentissement du temps chez le voyageur ne ralentit en rien le temps chez lui. Tandis que l'équipage ne vit que quelques courtes années, la Terre qu'ils ont laissée derrière eux subit toute la brutalité du voyage. Des décennies, des siècles, aussi longtemps que cela prendra réellement. Un voyageur qui atteindrait une étoile lointaine et ferait demi-tour, ne vieillissant que de quelques années au passage, ne retournerait pas dans le monde qu'il connaissait, mais dans un monde qui aurait vieilli de centaines, voire de milliers d'années en son absence. Tous ceux qu'ils avaient aimés seraient morts depuis longtemps. Leur langue risque de tomber dans l'oubli. Leur nation a pu s'élever, s'effondrer et être remplacée à maintes reprises. Le voyageur survit à la distance, mais seulement en étant complètement coupé de son époque, arrivant chez lui comme une relique vivante d'un âge disparu, un étranger à la civilisation même qui l'a envoyé. Ainsi, même la relativité, qui semble au premier abord nous offrir une solution, ne fait que déplacer le problème. Cela ne permet pas au voyageur de parcourir la distance. Elle permet au voyageur de se survivre à lui-même au prix de survivre à tous et à tout ce qu'il a jamais connu. À cette échelle, la distance ne se limite pas à la durée de vie d'un seul être humain. Cela impose un échange impossible. Vous pouvez conserver vos propres années ou votre monde, mais le gouffre entre les étoiles ne vous permettra pas de conserver les deux. Et tout cela suppose que l'on puisse atteindre de telles vitesses, ce qui masque peut-être le mur physique le plus difficile à franchir. Aller vite n'est pas gratuit. Pour accélérer un vaisseau spatial à une grande fraction de la vitesse de la lumière, il faut y injecter une quantité d'énergie qui atteint des niveaux presque inimaginables. Et plus vous souhaitez aller vite, plus ce coût augmente violemment.
L'énergie nécessaire n'augmente pas progressivement avec la vitesse. Elle s'élève en flèche, exigeant toujours plus d'énergie à chaque incrément supplémentaire, jusqu'à ce qu'approcher la vitesse de la lumière nécessite des énergies dépassant tout ce que nous pouvons actuellement produire ou même décrire de manière sensée. Prenons l'exemple d'un simple vaisseau rudimentaire, propulsé à 1/10 ou 1/5 de la vitesse de la lumière. L'énergie cinétique emprisonnée dans ce vaisseau en mouvement rivaliserait avec une fraction significative de toute l'énergie que la civilisation humaine génère en des années d'efforts, et ce, uniquement pour mettre le navire à vitesse de croisière. Vient ensuite la partie que tout le monde oublie. Un navire qui accélère doit aussi décélérer, sinon il dépassera sa destination à toute vitesse et continuera sa course dans l'obscurité pour toujours. Exactement comme le font nos véritables sondes. Pour réellement arriver quelque part, ralentir et s'arrêter à l'étoile cible, il faut dépenser à nouveau cette quantité d'énergie colossale. À l'inverse, le coût réel n'est pas une fortune en énergie. Il y en a deux, un qui part et un qui arrive. Observez les conséquences que cela a même sur nos succès. Lorsque New Horizons a atteint Pluton, elle n'y est pas arrivée au sens propre du terme. Il a filé à près de 50 000 km/h sans carburant pour ralentir, collectant autant d'images que possible en quelques heures frénétiques, avant de disparaître à jamais dans l'obscurité. La comète interstellaire 3I Atlas nous a fait la même chose, traversant la Terre en un éclair et disparaissant. C'est la règle, pas l'exception. Sans l'énergie colossale nécessaire pour s'arrêter, chaque voyageur est condamné à n'entrevoir sa destination qu'en passant, sans jamais s'y attarder. D'où proviendrait une telle énergie? Les fusées chimiques, comme celles qui propulsent nos engins spatiaux aujourd'hui, sont totalement inadaptées. Ils ne pourraient jamais transporter suffisamment de carburant, car le carburant lui-même a un poids qu'il faut également accélérer, une spirale infernale. Même les concepts les plus avancés, les physiciens les ont esquissés, évoquant des moteurs fonctionnant par fusion nucléaire ou par annihilation de matière et d'antimatière. La libération d'énergie la plus concentrée connue de la science se heurte à des limites qui rendent une traversée interstellaire rapide, extrêmement difficile. Et les raccourcis plus exotiques qui peuplent notre imagination, comme les moteurs à distorsion et le repliement de l'espace, nécessitent des ingrédients dont l'existence dans la nature n'a jamais été démontrée. Des formes d'énergie aux propriétés que nous n'avons jamais observées et que nous ne découvrirons peut-être jamais. Le mur entre les étoiles n'est donc pas une barrière unique, mais trois barrières se dressant l'une derrière l'autre. Il y a la distance elle-même qui survit à toute vie. Il y a cette relativité qui fait que, même vaincue, elle couperait un voyageur de son propre monde. Et puis il y a l'énergie brute, un prix si élevé que le simple fait d'atteindre les vitesses qui rendraient tout cela possible dépasse nos capacités. Chacune de ces choses suffirait à elle seule à sceller les étoiles. Ensemble, ils expliquent pourquoi, malgré tous nos rêves, le soleil le plus proche reste un lieu que nous pouvons voir, étudier et désirer. Mais pas dans une vie que nous puissions imaginer actuellement, un endroit où nous pouvons aller. Et notez que même le rêve de vitesse ne dissout pas le problème de fond. Car le problème n'a jamais concerné uniquement les voyages. Il s'agissait de contact. Supposons que, contre toute attente, nous ayons réussi à établir une colonie autour de Proxima Centauri. Dès lors, la distance pèserait sur chaque mot échangé entre les deux mondes. Un message envoyé de cette colonie vers la Terre, voyageant à la vitesse de la lumière, mettrait 4,2 ans pour arriver. Il faudrait encore 4,2 ans pour obtenir une réponse. Un seul échange, une question et sa réponse, prendrait plus de 8 ans. Un enfant né sur Terre, le jour où une question a été envoyée à Proxima, pourrait être à l'école au moment où la réponse parviendrait à la maison. Il n'y aurait ni discussion, ni négociation, ni moment de décision partagé entre les deux mondes humains. Des messages qui se croisent dans le noir. Chacun d'eux avait déjà plusieurs années à son arrivée. Chaque expéditeur était passé à autre chose depuis longtemps lorsque ces messages ont été lus. Deux peuples vivant autour de deux étoiles voisines seraient plus isolés l'un de l'autre que n'importe quels deux peuples dans toute l'histoire de la Terre. Il s'agit du mur qui définit le domaine entre les étoiles au sein du système solaire. La distance a empêché toute réponse immédiate et a compromis toute possibilité de sauvetage, mais cela a rendu le voyage suffisamment court pour tenir dans une vie entière. Ici, entre les étoiles, on a aussi besoin de ce dernier réconfort. Le voyage ne tient plus dans une vie,
cela ne tient pas dans une douzaine de vies. L'étoile la plus proche exige soit une chaîne de génération, soit une technologie que nous n'avons fait qu'esquisser. Et même le succès laisserait les deux mondes se parler sans s'écouter, séparés par un fossé de 8 ans de décalage. Nous n'avons rencontré aucun danger en cours de route. Pas de tempête radioactive, pas de monde hostile, aucune panne de machine. Le seul adversaire, à nouveau, est la séparation brutale entre deux soleils. Et cette séparation a discrètement redéfini ce qu'est un voyage. Malgré tout cela, nous parlons toujours de l'étoile la plus proche. Proxima Centauri est le cas facile. Un court voyage, le prochain match de basket sur le continent voisin. Élargissez légèrement votre champ de vision et l'image devient encore plus pesante. À environ 12 années-lumière du Soleil, il n'y a qu'une trentaine d'étoiles, une trentaine de feux dispersés dans une sphère si vaste que la lumière elle-même met plus d'une décennie à la traverser d'un côté à l'autre. Barnard Star Wolf 359, Sirius, le trio Alpha Centauri, ce sont tous nos voisins, notre poignée de fils du coin. Et atteindre ne serait-ce que les plus proches d'entre eux représente une entreprise multigénérationnelle qu'aucune société humaine n'a jamais été en mesure d'entreprendre. La carte la plus détaillée et la plus complète de tous les endroits où l'on pourrait raisonnablement espérer envoyer un navire rudimentaire ne contient que quelques dizaines de destinations. Et chacun d'eux se trouve hors de portée de toute vie vivante actuellement. Et ces quelques dizaines de stars ne sont rien en elles-mêmes. Il s'agit d'un minuscule nœud, d'un faible amas de points rassemblés dans un petit coin d'une structure bien plus vaste. Notre Soleil et tous ses voisins solaires se trouvent ensemble à l'intérieur d'un petit bras spiral de la galaxie de la Voie lactée, une caractéristique appelée le bras d'Orion. Prenez suffisamment de recul pour voir toute la galaxie, et toute notre constellation locale d'étoiles, toutes ces destinations que nous venons de qualifier d'impossiblement lointaines, disparaîtraient en un simple point insignifiant, perdu parmi des centaines de milliards d'autres étoiles, tournoyant autour d'un centre galactique lointain. Nous venons de passer tout ce temps à découvrir que la traversée de l'espace jusqu'à l'étoile la plus proche dure plus longtemps que toute vie humaine. Même la nature a besoin de centaines de millions d'années pour faire dériver une comète entre deux soleils. Que les dizaines d'étoiles les plus proches forment ensemble un voisinage qu'aucun être vivant ne pourrait jamais traverser. Et tout cela, le Soleil, Proxima Centauri, l'étoile de Barnard, l'ensemble de l'essaim local, tient dans une région que la galaxie ne remarquerait même pas. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Tout notre voisinage interstellaire s'étend à peine sur une douzaine d'étoiles. Passer d'un côté à l'autre de notre amas stellaire local représente un voyage qui dépasse plusieurs vies. Passer d'un bout à l'autre de la galaxie est un voyage d'un tout autre ordre. Une mesure qui ne se mesure pas à l'aune d'une vie, ni à l'aune d'une chaîne de génération, mais à l'aune de l'essor et de la chute de civilisations entières. Car à l'échelle des étoiles, la distance finit par survivre aux personnes qui voyagent. À l'échelle de la galaxie, elle apprend à survivre à ceux qui se souviennent pourquoi quiconque est parti. Et pour comprendre comment un gouffre peut engloutir non seulement une vie entière, mais aussi la mémoire tout entière d'une civilisation, il nous faut laisser derrière nous notre petit bras de soleil et nous confronter à la taille de la galaxie elle-même. Sortez du bras d'Orion et élevez-vous haut au-dessus du disque plat de la Voie lactée jusqu'à ce que tout tourbillonne sous vos pieds comme une lente tempête lumineuse. D'ici, tout notre voisinage interstellaire, Proxima Centauri, l'étoile de Barnard, tout l'essaim local de soleil qui a vaincu des vies et des générations il y a un instant, s'effondre en un seul point sombre, indiscernable de la brume d'étoiles qui l'entoure. Ce qui s'étend sous vos yeux est en revanche une immense roue de lumière en rotation, d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, contenant entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Voici la structure qui englobe tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, et elle est si vaste que la traversée ne survit pas seulement à un voyageur ou à une lignée. Elle survit à l'idée même d'une civilisation continue, se souvenant pourquoi le voyage a commencé. Commencé par le chiffre qui cause les dégâts. 100 000 années-lumière. Nous définissons soigneusement la signification d'une année-lumière avant de parler de distance. La portée de la lumière est d'environ 9 à 12 billions de kilomètres par an. La largeur de notre galaxie est donc égale à 100 000 de ces empans mis bout à bout. La lumière elle-même, la chose la plus rapide qui puisse exister,
mais 100 000 ans pour traverser la Voie lactée d'un bord à l'autre. Prenons un moment pour ancrer cela par rapport à nous-mêmes. Il y a 100 000 ans, notre espèce existait déjà, mais vivait seulement en petits groupes dispersés, sans écriture, sans agriculture, sans ville, sans nation, sans pensée consignée d'aucune sorte. Un rayon de lumière qui a traversé la galaxie à l'époque où les premiers humains modernes s'éveillaient en Afrique n'arriverait que maintenant, aujourd'hui, à l'autre bout de la galaxie. La galaxie est si vaste qu'une seule traversée à sens unique à la vitesse de la lumière suffit à couvrir toute l'existence de l'humanité en tant qu'espèce distincte. Et ce n'est que de la lumière. Rappelez-vous l'impact des déplacements physiques sur ces chiffres. Voyager 1 à 61 000 km/h aurait besoin d'environ 73 000 ans, rien que pour atteindre l'étoile la plus proche, située à 4 années-lumière. Si l'on étend cette même échelle à toute la largeur de la galaxie, le chiffre devient presque insignifiant. Il faudrait bien plus d'1 milliard d'années de vol pour traverser la Voie lactée à la vitesse de notre sonde la plus rapide. La Terre elle-même n'a que 4 milliards et demi d'années environ. Un vaisseau quittant un bout de la galaxie à la vitesse de voyager pour rejoindre l'autre bout consommerait plus d'un tiers de l'âge actuel de notre planète pour effectuer ce voyage. Il n'existe aucun cadre humain, aucun cadre civilisationnel, peut-être même aucun cadre biologique capable de supporter une telle durée. La galaxie n'est pas un lieu que l'on traverse, c'est un lieu où l'on naît, où l'on vit et où l'on meurt, après en avoir parcouru une infime partie. Même la rotation de la galaxie elle-même s'effectue à cette échelle. La Voie lactée tourne lentement et majestueusement, et notre Soleil suit cette rotation, tandis qu'il orbite autour du centre galactique. Une orbite complète, un tour de notre système solaire autour du cœur de la galaxie, prend environ 230 millions d'années. La dernière fois que le Soleil se trouvait dans sa position actuelle, sur cette grande orbite circulaire, les dinosaures n'avaient pas encore pris le dessus sur la Terre. Une seule année galactique engloutit toute l'ère des mammifères, l'ascension et la chute d'innombrables espèces, la dérive des continents à la surface de la planète. Nous ne sommes pas des passagers sur un manège à roulettes, nous sommes sur une roue si vaste qu'un seul tour dure plus longtemps que des chapitres entiers de l'histoire de la vie sur Terre. Et nous n'avons effectué qu'une vingtaine de révolutions de ce type durant toute la durée de vie du Soleil. Et au point immobile autour duquel tourne cette immense roue, au centre même de la galaxie, se trouve quelque chose que nous ne pourrons jamais visiter et que nous pouvons à peine entrevoir. Il s'agit d'un trou noir d'une ampleur monstrueuse, une étoile de glace du Sagittaire, une concentration de masse équivalente à environ 4 millions de soleils comprimés en un seul point situé au centre même de la galaxie. Chaque étoile de la Voie lactée, la nôtre y compris, gravite autour de ce cœur sombre. Il s'agit, au sens le plus littéral du terme, du centre de notre monde. Et il se situe à environ 26 000 années-lumière de nous, enfoui profondément dans le noyau dense et poussiéreux de la galaxie. Réfléchissez à quel point notre relation avec cet objet est étrange. C'est le pilier de tout, le centre autour duquel gravitent 100 milliards d'étoiles, l'endroit autour duquel notre Soleil orbite fidèlement depuis le début de l'histoire de la Terre. On pourrait s'attendre à voir une telle chose illuminer notre ciel nocturne, un repère évident au cœur des cieux. En revanche, nous ne pouvons absolument pas le voir avec des yeux ordinaires. Entre nous et le centre galactique s'étendent 26 000 années-lumière d'étoiles, de gaz et d'épais nuages de poussière qui absorbent presque entièrement la lumière visible, dissimulant le noyau derrière un voile impénétrable. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, nous ignorions même son existence. C'est seulement en collectant des ondes radio et de la lumière infrarouge qui percent la poussière là où la lumière ordinaire ne le peut pas, que nous avons finalement confirmé l'existence des trous noirs. Ce n'est qu'en 2022 que les astronomes sont parvenus à en capturer une image réelle. Un faible anneau de matière lumineuse encercle l'obscurité, formé à partir d'observations recueillies par des télescopes répartis sur toute la planète. Voici donc le centre de notre galaxie, le point central autour duquel gravite chaque étoile de la Voie lactée, le trône au cœur de notre empire stellaire tout entier. Et il est à la fois inaccessible et presque invisible. 26 000 années-lumière signifient que même à la vitesse de la lumière, un signal aurait besoin de 26 000 ans pour atteindre le cœur de notre galaxie, et bien plus longtemps que l'âge de la civilisation humaine pour envoyer quoi que ce soit de physique aussi loin.
Nous orbitons autour d'un centre que nous ne pourrons jamais atteindre, ancré à un repère que nous ne pouvons même pas voir correctement. Si la distance peut nous cacher le centre même de notre galaxie, nous condamnant à tourner en rond autour d'un lieu que nous ne visiterons jamais, alors les perspectives de traverser toute l'étendue de la galaxie commencent à paraître encore plus sombres. C'est là que la distance révèle un visage encore plus cruel, la conséquence qui n'existait pas à plus petite échelle. Au sein du système solaire, la distance a brisé la réponse instantanée entre les étoiles. Elle a bouleversé la durée de vie humaine, exigeant des générations pour franchir un unique fossé à travers la galaxie. Cela brise quelque chose de plus grand et de plus fragile que n'importe quelle vie individuelle. Elle rompt la continuité d'une civilisation. Cela détruit la capacité d'un peuple à diffuser quelque chose et à perdurer, à conserver sa culture, à se souvenir de la question lorsque la réponse finit par arriver et à comprendre le pourquoi. Imaginez l'empire interstellaire le plus patient possible. Imaginez qu'une civilisation quelque part dans la Voie lactée décide d'envoyer un message à travers toute la galaxie. Et supposons qu'une autre civilisation, de l'autre côté, décide de répondre. Le message se propage à la vitesse de la lumière pendant 100 000 ans. La réponse remonte encore 100 000 ans. Un seul échange, une seule déclaration et une seule réponse consomment 200 000 ans. Aucune civilisation dans l'histoire de la Terre n'a duré ne serait-ce qu'un 50e de cette durée. Les plus anciennes cultures humaines continues se mesurent en quelques milliers d'années seulement. Des langues entières naissent, s'épanouissent et meurent en un temps bien plus court. Les empires qui semblaient jadis éternels disparaissent en quelques siècles. Demandez-vous ce qui resterait debout, parlant toujours la même langue, se souciant toujours de la même question après 200 000 ans d'attente. La réponse honnête est presque certainement rien. La civilisation qui avait envoyé le message aurait disparu depuis longtemps, transformée au point d'être méconnaissable ou tout simplement éteinte avant que sa propre réponse ne parvienne à destination. La galaxie est si vaste qu'elle ne se contente pas de retarder une conversation. Cela garantit qu'aucune conversation ne peut jamais être achevée par la même civilisation qui l'a initiée. On peut réduire l'exemple, l'horreur n'en est pas moins présente. Oubliez la traversée de toute la galaxie. Imaginez deux sociétés florissantes, s'étendant sur plusieurs étoiles, situées de part et d'autre du centre galactique, à environ 30 000 années-lumière de distance. Il faut 30 000 ans pour qu'une salutation parvienne à destination. Une réponse de plus de 30 000. 60 000 ans pour un simple bonjour. Cet échange isolé couvre une période plus de 5 fois supérieure à celle écoulée depuis la fin de la dernière période glaciaire, suffisamment longue pour que le monde de l'expéditeur ait changé au point d'être méconnaissable avant l'arrivée de la réponse. Il ne s'agit en aucun cas de communication. Nous comprenons que c'est l'équivalent cosmique de graver un message dans la pierre, de le jeter dans l'océan et d'espérer qu'un descendant incroyablement lointain du lecteur prévu le trouve un jour sans jamais pouvoir savoir s'il l'a fait. C'est la mort de la relation bilatérale, et il est important de s'arrêter un instant sur son caractère total. Tout ce qui donne du sens au contact, les échanges, les clarifications, les négociations, le moment partagé où l'on parvient ensemble à une compréhension mutuelle dépend d'une réponse qui arrive du temps où l'on est encore en vie pour la recevoir. À l'échelle galactique, c'est tout simplement impossible. Vous pouvez diffuser. Vous pouvez crier dans le noir, mais vous ne pourrez jamais avoir de conversation, car la seconde partie de tout échange arrive dans une époque si lointaine que l'expéditeur est devenu histoire, mythe ou poussière. Une civilisation à l'échelle galactique, même une civilisation qui occuperait chaque étoile, ne pourrait jamais fonctionner comme un seul point de convergence coordonné. Ces régions éloignées ne pourraient jamais gouverner ensemble, jamais décider ensemble, jamais se connaître en temps réel. Ce seraient des îlots de conscience, séparés par des dizaines de milliers d'années de silence. Chacun d'eux, en réalité seul. Chacune d'elles s'adressait au passé lointain chaque fois qu'elle tentait de communiquer avec une personne éloignée. Voici une façon de le tenir. Imaginez la galaxie comme une immense ville unique, si vaste que vous pourriez la photographier entièrement depuis une grande hauteur et embrasser d'un seul coup d'œil toute sa forme tentaculaire. Vous pourriez le cartographier, vous pourriez l'admirer. Vous pourriez désigner un quartier éloigné et dire « voilà où j'aimerais aller ». Et pourtant, il serait impossible de la traverser à pied.
N'envoyez jamais de messagers sur l'autre rive en espérant recevoir des nouvelles en retour. Ne jamais coordonner les rues proches avec les rues lointaines, car tout messager que vous enverriez mourrait de vieillesse 1000 fois avant d'atteindre l'autre bout du pays, et toute réponse prendrait plus de temps que votre nation n'existe. On peut voir toute la ville. On ne peut jamais la franchir, et on ne peut certainement jamais la courir. La galaxie nous accorde la photographie et nous interdit le voyage. Elle nous permet de contempler la structure dans son ensemble tout en nous interdisant tout véritable passage à travers elle. Et nous devons être précis ici, car c'est précisément le genre d'endroit où un langage familier mélange deux idées très différentes. Voir la galaxie n'est pas la même chose que l'atteindre. Et il en va de même pour la conversation avec quoi que ce soit qui s'y trouve. Nous pouvons facilement voir à plus de 100 000 années-lumière. La lumière arrive d'elle-même, gratuitement. Aucun déplacement requis. En principe et sur des périodes de temps impossibles, nous pourrions physiquement atteindre des parties éloignées de cette planète, bien qu'aucun voyageur ni aucune civilisation ne puisse survivre au voyage. Mais nous ne pourrions jamais avoir d'échange vivant avec quelque chose d'aussi éloigné, car la réponse survit à celui qui pose la question. 3 barrières différentes. Voir, atteindre, converser, et ils échouent à 3 seuils complètement différents. Les échecs sont presque toujours rares. La conversation est la première et la plus difficile des choses qui échouent. L'échec de la tentative de rapprochement se situe quelque part entre les deux. Il faut les séparer car à mesure que nous atteindrons les plus grandes échelles, elles s'éloigneront encore davantage jusqu'à ce que nous atteignions des choses que nous pouvons parfaitement voir et que nous ne pourrons pourtant jamais toucher d'aucune manière. Il existe un moyen de tester à quel point la galaxie nous vainque. Et cela consiste à imaginer l'explorateur le plus patient qui soit. Imaginons qu'une civilisation n'ait pas tenté de traverser la galaxie elle-même, mais ait plutôt construit une unique sonde autoréplicatrice, une machine qui voyage vers une étoile voisine, y extrait des matières premières, construit des copies d'elle-même et envoie ces copies vers les étoiles suivantes, qui construisent à leur tour d'autres copies. Pourtant, chaque génération de sondes s'étend vers l'extérieur, doublant et redoublant encore, se propageant comme des graines emportées par le vent. Même à des vitesses modestes, bien inférieures à celles de la lumière, une telle vague de machines autoconstruites pourrait en principe atteindre chaque étoile de la Voie lactée en quelques millions d'années seulement. À l'échelle de l'âge de la galaxie, quelques millions d'années ne représentent presque rien. Un seul après-midi dans la vie du cosmos. C'est un résultat surprenant, et on le cite souvent comme un signe d'espoir, une façon pour une civilisation d'explorer toute la galaxie, sans qu'aucun voyageur ne la traverse. Mais regardez attentivement ce que cela donne réellement, car cela confirme précisément ce vers quoi nous nous sommes concentrés. Les sondes pourraient atteindre toutes les étoiles, mais la civilisation qui les aurait envoyées ne pourrait jamais coordonner ses actions avec elles, jamais recevoir leur rapport en temps voulu, jamais agir en fonction de leurs découvertes. Une sonde située aux confins de la galaxie enverrait ses découvertes sur une période de 100 000 ans, soit le temps de trajet de la lumière, arrivant à une époque si lointaine que les expéditeurs n'existeraient presque certainement plus. La vague d'exploration dépasserait la civilisation qui l'a lancée, se propageant à travers la galaxie, tandis que ses créateurs s'élèveraient, prospéreraient et disparaîtraient. Les rapports parviennent au compte-gouttes à une boîte aux lettres vide. L'exploration peut être sans jamais entrer en contact. La galaxie permet la diffusion des machines à travers le temps galactique. Elle interdit la propagation d'une société vivante et coordonnée. Ce même calcul brutal pourrait bien répondre discrètement à l'une des plus anciennes questions que nous nous posons lorsque nous levons les yeux au ciel. Si la galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles et certainement de nombreux mondes, où sont-ils tous? Pourquoi le ciel semble-t-il si silencieux? Il existe de nombreuses raisons possibles, mais la distance à elle seule suffit à expliquer une grande partie du silence, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer quoi que ce soit d'autre. Imaginez une galaxie remplie de civilisations, des milliers d'entre elles disséminées sur ces 100 000 années-lumière de largeur. Même dans ce cas, 2 d'entre eux seraient séparés en moyenne par des milliers, voire des dizaines de milliers d'années-lumière. Un signal entre eux mettrait des millénaires à traverser. Il faudrait encore des millénaires pour répondre. 2 civilisations pourraient émettre, écouter, être désespérées de compagnie, et pourtant ne jamais parvenir à un seul échange.
car chacun aurait disparu depuis longtemps ou serait devenu méconnaissable avant que la réponse de l'autre n'arrive. La galaxie pourrait regorger de voix et pourtant sembler vide. Non pas parce que personne ne parle, mais parce que les distances sont si vastes que deux interlocuteurs ne pourront jamais avoir de conversation au cours de la vie de l'un ou de l'autre. Autrement dit, le silence de la galaxie n'est peut-être pas le silence d'une pièce vide. Il peut s'agir du silence d'une salle si immense que chaque voix s'éteint, bien avant d'atteindre une autre oreille. Et c'est peut-être là le plus grand effet de la distance, donner l'impression d'un vide, même dans une galaxie pourtant pleine à craquer, simplement en dispersant ses habitants au point qu'ils ne puissent jamais vraiment se rencontrer. Pour l'instant, cependant, même la galaxie n'est pas le but de l'ascension. La Voie lactée, malgré son diamètre de 100 000 années-lumière et les milliards d'étoiles qu'elle abrite, n'est elle-même qu'un membre d'un petit amas de galaxies liées par la gravité. Nous appelons cet amas le groupe local, et il contient plus de 50 galaxies, pour la plupart de petites galaxies naines peu lumineuses, orbitant autour des deux véritables géantes. L'un de ces géants est notre propre Voie lactée. L'autre est une grande spirale nommée Andromède. Et Andromeda est sur le point de nous apprendre que les espaces entre les galaxies constituent un ordre de vide différent de tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Andromède se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière. La largeur de notre galaxie entière était de 100 000 années-lumière. La distance qui nous sépare de la prochaine grande galaxie est de 2,5 millions 25 fois l'étendue totale de la Voie lactée, décomposée en espace vide entre nous et elle. Et d'une certaine manière, il est vide. L'intérieur d'une galaxie n'est pas à l'intérieur d'une galaxie. Quelles que soient les distances entre les étoiles, il y a toujours des étoiles, toujours du gaz, toujours la machinerie chaude d'un disque vivant. Entre les galaxies s'étend un vide si profond que l'on pourrait voyager sur 1 million d'années-lumière sans presque rien croiser. Pas d'étoiles, pas de monde, juste de fins filaments de gaz, l'obscurité froide et la faible attraction d'une gravité lointaine. Si le gouffre entre deux étoiles était une barrière infranchissable pour tout vaisseau, le gouffre entre deux galaxies est un vide tellement plus grand que les galaxies elles-mêmes. Ces roues de 100 milliards de soleils deviennent de solitaires points séparés par des distances qui éclipsent leur propre corps énorme. Levez les yeux vers Andromède par une sombre nuit d'automne et vous pourrez véritablement apercevoir de vos propres yeux une faible tache de lumière dans la constellation qui porte son nom. La lumière qui a atteint votre œil a quitté Andromède il y a environ 2,5 millions d'années. Son voyage a commencé alors que notre genre commençait à peine à émerger, alors que nos ancêtres commençaient à peine à tailler des outils rudimentaires dans la pierre, quand des créatures pas tout à fait humaines parcouraient encore la savane africaine. Cette lumière traverse le vide entre deux galaxies depuis les origines de l'humanité. Et ce n'est que ce soir qu'il achève son voyage et touche votre œil. Vous ne voyez pas Andromède telle qu'elle est. Vous voyez Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Un portrait si ancien que l'espèce qui le contemple n'existait pas encore lorsque le portrait a été peint. Cela nous oblige à faire une distinction très précise, car le reste de cette histoire en dépendra. Lorsque vous regardez Andromède, la lumière que vous recevez a déjà parcouru 2 millions d'années-lumière pour vous parvenir. Cela correspond à la distance parcourue par la lumière pendant son temps de trajet, soit l'âge du message. Mais Andromède n'est pas immobile là où cette lumière le suggère, figé à attendre. Pendant les 2,5 millions d'années qu'a duré le transit de la lumière, Andromède a continué d'exister, de se déplacer, d'évoluer. Où se situe réellement la galaxie en ce moment précis est une question distincte de celle de savoir où sa lumière ancestrale la situe. Pour les galaxies proches comme Andromède, la différence est modeste, car l'écart qui nous sépare de nous est encore faible à l'échelle cosmique et l'expansion de l'univers ne l'a que très peu accru. Mais le principe que nous venons d'introduire, selon lequel la distance déjà parcourue par la lumière n'est pas la même que la distance actuelle à un objet, est à l'origine de la barrière la plus étrange et la plus ultime de tout le cosmos. Et nous y reviendrons avec toute notre énergie et à la plus grande échelle possible. Andromède nous offre une dernière leçon avant de la quitter. Une petite consolation au milieu de tant de choses inaccessibles. Comme le groupe local est maintenu ensemble par la gravité, ces galaxies ne s'éloignent pas les unes des autres. Ils sont liés.
Et Andromède, chose remarquable, ne s'éloigne pas du tout de nous. Il tombe vers nous, attiré par notre gravité mutuelle, réduisant l'écart à environ 400 000 km/h. Pendant des décennies, nous avons supposé que les deux allaient forcément entrer en collision et fusionner dans un délai d'environ 4 milliards d'années. Mais des études récentes, qui ont examiné plus attentivement les incertitudes, ont fait passer ce destin de une certitude à quelque chose de véritablement incertain. Il s'agit d'un cas rare où un objet cosmique lointain ne s'éloigne pas de nous, mais se rapproche. Cela a son importance pour la suite, car cela marque la limite d'une forme d'intimité au sein du groupe local. La gravité l'emporte toujours. Ces quelques dizaines de galaxies sont véritablement liées entre elles. Une famille véritablement destinée à rester en contact, à se mêler, voire à fusionner. Ce sont les dernières structures suffisamment grandes pour être considérées comme nos voisines, et qui restent encore, au sens le plus profond du terme, accessibles en principe. Mais remarquez ce que même cette famille unie fait à l'idée de contact. 2,5 millions d'années-lumière jusqu'à Andromède signifie qu'un message envoyé là-bas à la vitesse de la lumière met 2,5 millions d'années pour arriver et qu'une réponse met 2,5 millions d'années pour revenir. 5 millions d'années pour un seul échange avec la galaxie majeure la plus proche, la galaxie amie, celle qui tombe vers nous, celle à laquelle nous sommes liés gravitationnellement. Il y a 5 millions d'années, nos ancêtres commençaient tout juste à marcher debout. Quel que soit celui qui a envoyé un message à Andromède, lorsque nos ancêtres ont marché pour la première fois sur 2 jambes, il attendrait encore aujourd'hui la réponse, même au sein de notre propre famille galactique, même chez notre plus proche voisin. Le contact bidirectionnel relève du fantasme à l'échelle de l'évolution humaine. Et notre groupe local, cette famille de galaxies liées entre elles, est loin d'être au sommet de la hiérarchie cosmique. Ce n'est que le plus petit échelon d'une échelle qui gravit des structures si vastes qu'elles font paraître même une galaxie modeste. On pourrait simplement nommer ces structures plus importantes et passer à autre chose. Mais cela trahirait tout l'intérêt de ce voyage, qui a été de rendre chaque étape concrète, d'en ressentir le poids plutôt que de la survoler. Les gouffres que nous nous apprêtons à franchir ne sont pas seulement plus larges que les précédents. Elles sont plus larges d'une manière qui change même le sens du mot distance. Nous aborderons donc chacune des prochaines étapes avec le plus grand soin. Gravissons réellement cette échelle au lieu de simplement la regarder de travers, car les étapes suivantes sont tout aussi vertigineuses. Notre groupe local, ces 50 galaxies environ liées par la gravité, se situe à la périphérie irrégulière d'un ensemble bien plus vaste. Étendez votre regard sur environ 50 millions d'années-lumière et vous atteindrez l'amas de la Vierge, un essaim dense de plus d'1 millier de galaxies, suffisamment massif pour exercer une légère attraction sur l'ensemble de notre groupe local depuis l'autre côté de cet immense gouffre. Nous y tombons au sens le plus lent qui soit. Et l'amas de la Vierge n'est lui-même que le cœur lumineux de quelque chose de plus vaste. Il s'agit toujours d'une structure appelée le superamas de la Vierge, un vaste ensemble de groupes et d'amas de galaxies s'étendant sur environ 110 millions d'années-lumière, au sein duquel notre groupe local n'est qu'un membre mineur et isolé parmi tant d'autres. Mais même cela ne représente pas le sommet de l'échelle. En 2014, des astronomes cartographiant les mouvements de milliers de galaxies ont découvert que le superamas de la Vierge n'est qu'un lobe d'une structure beaucoup plus vaste, et ils lui donnèrent un nom hawaïen, l'Anya, qui signifie paradis incommensurable. L'Anya s'étend sur environ 520 millions d'années-lumière et contient le nombre stupéfiant d'environ 100 000 galaxies. Et notre Voie lactée se trouve près de sa périphérie lointaine. Ils ont défini cette structure colossale, non pas en traçant une ligne autour d'elle, mais en retraçant le flux de ces galaxies, cartographiant la direction dans laquelle chacune dérive. Tout à l'intérieur de l'Anya, notre galaxie comprise, converge lentement vers un unique centre gravitationnel situé tout au fond de celle-ci. Une concentration de masse si importante qu'elle attire 100 000 galaxies vers elle. Nous ne pouvons même pas voir clairement ce centre névralgique, car il est caché derrière la poussière du disque de notre propre galaxie, et il porte donc un nom on ne peut plus inquiétant, le grand attracteur. Visualisez l'ensemble de l'ascension. Les étoiles les plus proches ont réduit notre système solaire à un point minuscule. La galaxie a réduit tout notre voisinage stellaire à un point minuscule. Le groupe local a fait de notre galaxie l'une des 50.
Et maintenant, l'ANIA fait de notre groupe local tout entier un mince fossé près du bord d'une structure de 100 000 galaxies. Nous dérivons tous ensemble vers un attracteur que nous ne pouvons même pas voir. À chaque échelon, ce que nous venons d'appeler immense s'effondre dans le néant face à ce qui se trouve au-dessus. Mais c'est là que réside la faille qui fait s'effondrer toute l'échelle. L'ANIA n'est pas liée. Contrairement à notre petit groupe local soudé, ce superamas n'est pas maintenu ensemble durablement par sa propre gravité. Il est déjà en train d'être démantelé. Ses confins lointains s'éloignent les uns des autres, sous l'effet de l'expansion spatiale, plus rapide que celle du grand attracteur qui pourrait les rassembler. L'ANIA n'est pas un foyer stable. Il s'agit d'un schéma éphémère, d'une structure déjà en train d'être lentement déchirée par ce à quoi nous n'avons pas encore pleinement fait face, l'expansion de l'univers lui-même. Et une fois que cette expansion devient primordiale, la distance cesse simplement de nous survivre et commence à nous interdire purement et simplement. Faites le bilan de la distance parcourue au fil de notre ascension. Au niveau du système solaire, il a fallu une réponse instantanée et un sauvetage entre les étoiles. Cela a nécessité toute une vie humaine et des générations. À travers la galaxie, elle a mis fin à la continuité de la civilisation, faisant en sorte que tout échange lointain survive à la culture qu'il a initiée. Et maintenant, s'étendant vers d'autres galaxies, elle établit elle-même le contact avec notre voisin le plus proche et le plus amical. Étirer un simple bonjour et une réponse sur 5 millions d'années d'évolution. Chaque étape a éliminé quelque chose dont nous dépendons. La réponse, le sauvetage, la vie partagée, la civilisation partagée, et maintenant, le moment partagé de contact à travers le vide intergalactique. Mais malgré tout cela, une hypothèse a perduré, abîmée mais intacte à tous les niveaux jusqu'à présent. L'obstacle a finalement été celui du temps. Les distances étaient monstrueuses, des durées incompréhensibles. Pourtant, en principe, avec suffisamment de patience, suffisamment de générations, suffisamment de siècles accumulés les uns sur les autres, un voyageur se déplaçant à la vitesse de la lumière pourrait finir par arriver. La lumière d'Andromède nous parvient. Ainsi, la lumière émise par nous pourrait atteindre Andromède. Ce voyage survivrait à tous ceux qui s'y sont un jour intéressés. Mais la destination restait, selon la stricte logique de la physique, accessible, lente, mortelle pour tout voyageur, impossible à coordonner pour toute civilisation, mais atteignable ne serait-ce que par quelque chose prêt à y consacrer l'éternité. Cette dernière hypothèse est celle que l'univers est sur le point de révoquer, car, à mesure que nous nous aventurons au-delà de notre groupe local limité, au-delà du superamas, vers les galaxies les plus lointaines que nos télescopes peuvent détecter, nous rencontrons quelque chose qui rend presque inoffensif chaque obstacle rencontré jusqu'ici. Là-bas, l'espace lui-même n'est pas simplement vaste. L'espace lui-même s'étend, s'étire, emportant les galaxies les plus lointaines loin de nous plus vite que n'importe quel signal ne pourrait jamais les rattraper. Et une fois que cela se produit, la distance cesse complètement d'être un problème de temps. La question n'est plus de savoir combien de temps dure le voyage. Cela devient un mur que ni la patience, ni le nombre de générations, ni une vitesse hormis l'impossible, ne pourront jamais franchir, une barrière où nous pouvons encore voir parfaitement la destination. Sa lumière ancestrale continue d'arriver nuit après nuit, tandis que la destination elle-même dérive à jamais hors de portée de tout ce que nous pourrions jamais envoyer. Pour comprendre comment le cosmos peut nous montrer un lieu, tout en nous interdisant d'y parvenir, il nous faut abandonner le domaine de la simple distance et nous confronter à l'expansion de l'espace elle-même. Si l'on s'éloigne du groupe local, si l'on dépasse la famille de galaxies liées qui se rapprochent doucement les unes des autres, le caractère de l'univers change d'une manière à laquelle rien, à plus petite échelle, ne nous avait préparés. Jusqu'à présent, chaque obstacle rencontré était au fond un obstacle temporel. Les distances étaient monstrueuses et les durées inconcevables, mais la destination restait toujours soumise à la stricte logique de la physique. Accessible, lente, mortelle, destructrice de civilisation, mais atteignable par quelque chose d'assez patient. Ici, loin de l'emprise gravitationnelle de notre famille, cette dernière hypothèse disparaît paisiblement. Car ici, l'espace lui-même n'est pas seulement vaste, l'espace lui-même est en expansion. Et un univers en expansion accomplit quelque chose qu'aucun espace entre les planètes, les étoiles ou les galaxies ne pourrait jamais permettre. Cela transforme la distance,
qui est un problème de patience, en un problème totalement insoluble. Observez d'abord la forme de l'objet à l'intérieur duquel nous nous trouvons. Cartographiez les positions des galaxies à très grande échelle. Représentez-les en 3 dimensions sur des milliards d'années-lumière. Et l'univers ne ressemble pas à une dispersion uniforme de points. Cela ressemble à une structure, une vaste architecture ramifiée, semblable à de la mousse, que les astronomes appellent la toile cosmique. Les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'espace. Elles se rassemblent le long d'immenses fils, des filaments de matière qui peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière, tendus entre des nœuds denses où s'accumulent de grands amas de galaxies. Et entre ces fils brillants se cachent les vides, des bulles d'espace colossales, quasi vides. Certaines d'entre elles s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière et ne contiennent quasiment rien. La matière de l'univers adhère aux parois et aux filaments de ces bulles, tandis que les bulles elles-mêmes, qui constituent la véritable majorité de tout le volume existant, demeurent sombres, creuses et silencieuses. Voici la véritable texture du cosmos à la plus grande échelle. Et cela inverse tout ce que nos instincts attendent. Nous nous représentons l'espace comme un ensemble de galaxies. Il est immensément vide, les galaxies ne faisant que tracer les minces contours lumineux autour d'immenses puits de néant. Les objets spectaculaires, les amas, les superamas, les murs lumineux des galaxies sont l'exception. La règle est nulle. Si l'espace entre les étoiles était un vide qui engloutissait des vies entières, et l'espace entre les galaxies un vide qui engloutissait des civilisations, alors les vides de la toile cosmique sont un vide à une échelle qui commence à engloutir le sens même du voyage. On pourrait traverser l'un de ces vides à la vitesse de la lumière pendant des dizaines de millions d'années sans rien croiser. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de chaleur, seulement l'obscurité qui s'étend lentement. Et cette architecture n'est pas un arrangement passager, ni un instantané d'un moment cosmique. C'est la forme finale que la gravité a sculptée au cours de près de 14 milliards d'années. Le plus grand motif que la matière puisse former partout dans l'existence. Chaque galaxie, chaque amas, chaque superamas que nous avons traversé n'est qu'un nœud plus brillant enfilé le long de ces fils. Et les fils eux-mêmes retracent le travail lent et patient de la gravité qui rassemble la matière, tandis que les vides entre eux s'agrandissent toujours plus. Lorsque vous observez la toile cosmique, vous contemplez la structure la plus profonde de l'univers, l'état final de tout le rassemblement que la distance permet et de tout le vide qu'elle ne permet pas. Et c'est cet étirement que nous devons maintenant affronter enfin, car il est le moteur de la dernière et de la plus absolue barrière de toute cette histoire. L'espace est en expansion. Il ne s'agit pas de spéculation. Il s'agit de l'un des faits les plus solidement confirmés de toute la science, établi il y a près d'un siècle et perfectionné sans relâche depuis. Dans l'ensemble, les galaxies s'éloignent les unes des autres, et surtout, ils ne traversent pas l'espace comme des éclats d'obus lors d'une explosion. L'espace entre eux se dilate, s'accroît, insérant simultanément une nouvelle distance partout. Imaginez des points peints sur la surface d'un ballon qui se gonfle. Aucun point ne se déplace sur le caoutchouc. Pourtant, chaque point s'éloigne de tous les autres, simplement parce que le caoutchouc qui les sépare s'étire. Les galaxies sont les points. L'espace est le caoutchouc. Et l'univers est en expansion depuis près de 14 milliards d'années. Voici la conséquence qui change tout. Si l'espace entre nous et une galaxie lointaine s'accroît constamment, alors la distance qui nous sépare de cette galaxie augmente d'elle-même au fil du temps, sans que la galaxie ne se déplace. Et plus une galaxie est éloignée, plus l'espace qui nous sépare est grand. Plus l'étirement total est important, et plus la distance de cette galaxie augmente rapidement. Doublez la distance et vous doublez la vitesse à laquelle l'écart se creuse. Poussez-vous suffisamment loin, et vous atteindrez des galaxies dont la distance par rapport à nous augmente si rapidement en raison de l'étirement cumulatif de tout l'espace entre elles, que l'écart s'élargit plus vite que la lumière elle-même ne pourrait jamais le combler. Laissez cela atterrir en douceur. Il existe actuellement dans l'univers des galaxies dont la distance par rapport à nous augmente plus vite que la vitesse de la lumière. Cela ne contrevient à aucune loi de la physique, car rien ne se déplace dans l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même, dans sa simple quantité accumulée, qui croît. Mais pour nous, le résultat est impitoyable et définitif. Si vous envoyez aujourd'hui un rayon de lumière vers une telle galaxie,
aussi rapidement que soit le message, aussi rapidement que soit quoi que ce soit, cette lumière n'arriverait jamais à destination. Il s'étendrait indéfiniment vers l'extérieur, l'espace devant lui s'étirerait plus vite qu'il ne pourrait le traverser, et la galaxie reculerait devant le faisceau pour l'éternité. Aucun signal envoyé aujourd'hui ne pourra jamais l'atteindre. Aucun vaisseau, aucune sonde, aucun message, aussi rapide que soit notre effort, aussi patient que soit le nombre de milliards d'années que nous sommes prêts à attendre, la destination n'est pas loin au sens où les étoiles l'étaient. C'est parti d'une manière que le temps ne pourra jamais réparer. Cela nous donne une limite sans précédent. Les astronomes l'appellent l'horizon des événements cosmiques, et nous devons le définir précisément, car c'est exactement le genre d'endroit où un langage imprécis peut tout gâcher. L'horizon des événements cosmiques est la ligne qui sépare les galaxies que nous pourrions encore en principe atteindre ou auxquelles nous pourrions envoyer un signal, des galaxies qui sont à jamais hors de notre portée. Elle se situe à une distance actuelle d'environ 16 milliards d'années-lumière. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet horizon, nous pourrions lui donner des intervalles de temps impossibles, et pourtant, nous pourrions encore envoyer quelque chose. Tout ce qui se trouve au-delà nous est définitivement inaccessible. Non pas seulement par la distance, mais aussi par l'expansion de l'espace qui nous sépare, ce qui garantit que rien de ce que nous ferons ne pourra jamais combler cet écart. 16 milliards d'années-lumière marquent la véritable limite de notre portée. Il s'agit de la limite de ce que les physiciens appellent parfois l'univers accessible. C'est là qu'il faut absolument maintenir deux idées strictement séparées, car presque tout le monde les confond et en perd tout le sens. L'horizon des événements cosmiques, la limite de ce que nous pouvons atteindre, n'est pas la même chose que la limite de ce que nous pouvons voir. Il s'agit de deux frontières différentes à deux distances différentes, et les embrouillés transforment cette histoire en absurdité. Ce que nous pouvons voir est délimité par une ligne entièrement différente, appelée horizon des particules. Et il se situe beaucoup plus loin car l'univers a un âge fini d'environ 14 milliards d'années, puisque la lumière du Big Bang n'a eu qu'un temps fini pour voyager vers nous. La lumière la plus lointaine que nous puissions détecter est celle qui a voyagé pendant toute la durée de l'univers pour nous parvenir. Mais souvenez-vous de la leçon qu'Andromède nous a apprise. L'espace traversé par la lumière s'est étiré tout au long de son trajet. Ainsi, bien que cette lumière ancienne ait voyagé pendant 14 milliards d'années, les objets qui l'ont émise ont entre-temps été transportés par expansion jusqu'à une distance actuelle d'environ 46 milliards d'années-lumière. Cette sphère a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. L'univers observable mesure 93 milliards de dimensions. C'est tout ce que nous pouvons voir. Tenez donc les deux nombres côte à côte et sentez l'écart entre eux. Nous pouvons voir jusqu'à environ 46 milliards d'années-lumière. Nous ne pouvons toucher qu'environ 16 milliards de personnes. Et dans l'espace entre ces deux horizons se trouve la région la plus silencieusement dévastatrice de toute la physique. Une vaste coquille de galaxies que nous pouvons parfaitement voir, dont la lumière se déverse dans nos télescopes nuit après nuit et que nous ne pourrons jamais en aucune circonstance atteindre, contacter ou affecter de quelque manière que ce soit pour le restant de nos jours. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Au-delà de 16 milliards d'années-lumière, mais à moins de 46 milliards d'années-lumière, se trouvent d'innombrables galaxies. Des milliards d'entre eux brillent sur nos images, cartographiées, cataloguées, leurs couleurs et leurs âges enregistrés. Nous savons qu'ils sont là. Nous pouvons les désigner du doigt. Et chacun d'eux nous a déjà rejoints. Un message qui leur serait envoyé aujourd'hui n'arrivera jamais à destination. Un vaisseau lancé aujourd'hui dans leur direction, même à la vitesse de la lumière, serait distancé par l'expansion de l'espace et dériverait indéfiniment sans jamais les atteindre. Nous contemplons la lumière de lieux qu'il nous est interdit de visiter à jamais. Et pire encore, dans de nombreux cas, nous observons la lumière émise par ces galaxies il y a longtemps, alors que les galaxies elles-mêmes ont depuis lors franchi l'horizon de ce que nous pourrons jamais voir dans leur état actuel. Le cosmos nous permet de tracer le chemin dans les moindres détails, puis il le scelle. Les chiffres ici ne sont pas cléments. Si l'on tient compte de la géométrie complète des galaxies que nous pouvons voir, mais que nous ne pourrons jamais atteindre, l'immense majorité de l'univers observable est déjà hors de notre portée. Selon des estimations largement citées, environ 94% des galaxies que nous pouvons actuellement observer se trouvent déjà au-delà de l'horizon des événements cosmiques.
Ils sont à la fois visibles et inaccessibles. De toutes les galaxies dont la lumière atteint nos yeux, plus de 9 sur 10 sont des endroits qu'aucun signal envoyé de la Terre aujourd'hui ne pourra jamais atteindre. Nous pouvons étudier la quasi-totalité de l'univers visible. Nous ne pouvons voyager dans presque aucune de ces régions. La fraction que nous pourrions jamais atteindre est un petit noyau brillant entouré d'un immense halo de ceux qui sont à jamais perdus. Et cette barrière ne reste pas immobile. Elle se rapproche. Pour comprendre pourquoi, il faut nommer la force à l'origine de cette accélération, ce qui permet à l'espace lointain de s'étirer toujours plus vite. Une présence que les astronomes appellent énergie sombre. C'est le cas selon toutes les mesures que nous pouvons effectuer. Composante dominante de l'univers tout entier, elle représente environ 68% de tout ce qui existe, surpassant de loin toute la matière, toutes les étoiles. Le gaz et la matière noire réunis. Pourtant, nous pouvons à peine dire ce que c'est. Il semblerait que ce soit une propriété de l'espace vide lui-même, une légère pression extérieure tissée dans le vide, et sa caractéristique principale est son implacabilité. À mesure que l'espace se dilate, l'énergie sombre ne se raréfie ni ne s'affaiblit. Chaque nouveau mètre cube d'espace s'accompagne de sa propre mesure de cette poussée vers l'extérieur. Ainsi, plus l'univers se dilate, plus l'énergie sombre totale qui le propulse est importante, et plus l'expansion s'accélère. C'est la découverte de cette accélération en 1998, grâce à l'étude minutieuse d'étoiles lointaines en explosion, qui a révélé l'existence de l'énergie sombre et a renversé l'ancienne hypothèse selon laquelle l'expansion cosmique devait ralentir. Voici la conséquence qui devrait vous glacer le sang, car l'expansion s'accélère. L'horizon des événements cosmiques, cette limite de 16 milliards d'années-lumière au-delà de tout ce que nous pourrions atteindre, n'est pas fixe. Il rétrécit lentement, inexorablement. Les galaxies qui se trouvent aujourd'hui juste à l'intérieur de l'horizon sont transportées au-delà de celui-ci, passant de la colonne accessible à la colonne inaccessible. Et une fois qu'ils ont franchi le seuil, ils nous quittent pour toujours. Nous ne sommes pas simplement séparés de la majeure partie de l'univers. Nous nous en éloignons de plus en plus à chaque instant qui passe. Le réservoir de galaxies auquel nous pourrions encore en principe envoyer quelque chose se vide une à mesure que l'accélération les emporte au-delà de la ligne. Il n'y a là ni malice ni drame. Les galaxies ne semblent pas bouger. Ils reculent simplement un peu plus vite à chaque âge, jusqu'au jour où l'écart entre eux et nous grandit plus vite que la lumière ne peut le traverser et où la porte se referme silencieusement. Chaque galaxie située actuellement à proximité de notre horizon des événements est une galaxie que nous sommes en train de perdre, à cette époque même, notre dernière chance d'atteindre. À cette échelle, la distance n'est pas un mur fixe que nous pourrions un jour apprendre à escalader. C'est la marée qui descend, et tout ce qu'elle emporte au-delà de l'horizon, elle l'emporte pour toujours. Et la distance ne se contente pas de limiter notre portée. Avec le temps, cela finit aussi par affecter notre vue. N'oubliez pas que la lumière des galaxies qui s'éloignent est étirée par l'expansion de l'espace lors de son déplacement. Ces ondes s'allongeaient de plus en plus, se décalaient vers le rouge, puis au-delà, en longueur d'onde. Nos yeux, et même nos instruments, peinent à le détecter. Plus une galaxie s'éloigne rapidement, plus sa lumière est étirée violemment. Pour les galaxies entraînées vers l'horizon des événements, cet étirement croît sans limite. Leur lumière ne faiblit pas simplement avec la distance de manière ordinaire. Elle s'étire, se décale vers le rouge, tendant vers l'oubli. Son énergie s'est dissipée jusqu'à ce que le signal devienne inaudible, en dessous de tout ce que nous pourrions espérer capter. Imaginez une voix qui vous appelle, tandis que son propriétaire s'éloigne dans l'immensité des ténèbres. Au premier abord, les mots sont clairs. Puis, à mesure que la distance augmente, la tonalité semble baisser, le son s'approfondit et ralentit. Les mots se confondent, devenant plus faibles et plus bas à chaque pas, jusqu'à ce que la voix tombe en dessous du ton le plus bas que votre oreille puisse percevoir et disparaisse tout simplement. Non pas un silence soudain, mais un silence qui s'est prolongé jusqu'à l'inaudibilité. Voici ce que l'expansion fait à la lumière des galaxies les plus lointaines. Un à un, sur d'immenses périodes de temps, ils ne s'éteindront pas, mais s'estomperont, s'assombrissant et s'éteignant jusqu'à ce qu'ils franchissent le seuil de la détection
et disparaissent complètement de notre vue, même s'ils sont toujours là, brillants encore, quelque part bien au-delà de notre portée. Ainsi, cette grande coquille de galaxies que nous pouvons voir mais jamais atteindre n'est même pas permanente dans sa visibilité. C'est un cadeau temporaire. Le cosmos nous montre ces lieux inaccessibles. Aujourd'hui, à notre époque, bien que leur lumière ancestrale continue d'affluer, elle tire lentement le rideau. La première distance nous a empêchés d'aller les voir. Puis, cela a commencé à nous empêcher de les voir tout court. La vision même de cette constellation que nous pensions inviolable s'avère être quelque chose que l'univers en expansion est en train de reprendre discrètement et définitivement. Et il est essentiel de bien préciser ce que cela n'est pas, car la vérité est déjà assez étrange sans exagération. Cela ne signifie pas que l'univers possède une barrière. L'univers observable n'est pas une limite physique. Il s'agit simplement de la distance que la lumière a eu le temps de parcourir. Au-delà, l'espace se poursuit très certainement bien plus vaste que ce que nous pouvons voir, peut-être même sans fin. La limite se situe en nous, dans notre point de vue, dans l'âge fini du cosmos, et non dans l'univers lui-même. L'expansion ne signifie pas non plus que tout est en train d'être détruit partout. Voici l'autre grande idée fausse, et elle est erronée. À l'intérieur des galaxies, à l'intérieur du groupe local, dans toute région où la gravité est suffisamment forte, l'expansion ne l'emporte pas. Notre galaxie ne s'étire pas. Le groupe local ne se désagrège pas. Andromède, comme nous l'avons vu, tombe en réalité vers nous. La gravité assure la cohésion des structures locales. L'expansion ne domine à très grande échelle que dans les grands gouffres entre les galaxies lointaines, qui ne sont pas liées gravitationnellement les unes aux autres. La Terre ne grandit pas. Le Soleil ne disparaîtra pas. Vos atomes sont en sécurité. L'expansion régit les relations entre des îles de matière distantes et non liées, et à ces échelles, elle règne en maître absolu, ce qui signifie que la barrière que nous avons atteinte n'est ni bruyante ni violente. Il n'y a ni catastrophe, ni déchirure, ni ligne visible dans le ciel. Les galaxies situées au-delà de l'horizon des événements apparaissent tout aussi sereines et belles sur nos images que n'importe quelles autres. Le mur est d'un silence absolu, inscrit dans la géométrie même de l'espace, et il nous sépare de la majeure partie de toute chose, non par le feu, mais par une simple distance irréversible. Suivez ce processus jusqu'à son terme, très loin dans le futur, et vous aboutirez à l'une des visions les plus étranges et les plus solitaires de toute la cosmologie. Il existe un nombre qui représente la limite extérieure de tout ce que nous pourrons jamais voir. Une limite de visibilité future d'environ 62 milliards d'années-lumière, ce qui correspond simplement aux 46 milliards d'années-lumière que nous pouvons voir aujourd'hui. Ajoutée aux 16 milliards que nous pourrions encore atteindre, elle marque l'étendue absolue du cosmos qui nous sera jamais visible, la limite ultime de notre connaissance, au-delà de laquelle rien ne sera jamais visible. Peu importe le temps que nous attendons, l'univers a non seulement érigé des barrières qui le rendent inaccessible à notre contact, mais il a aussi fixé une limite stricte à la part de lui-même qu'il nous permettra d'entrevoir. Et à l'intérieur de ce plafond, le contenu visible s'écoule. Avancez le temps de milliards et de milliards d'années. Les galaxies situées au-delà de notre voisinage gravitationnel s'éloignent, verdissent et s'estompent, disparaissant une à une de l'horizon. Pendant ce temps, notre propre groupe local, la Voie lactée, Andromède et leurs dizaines de petits compagnons restent liés par la gravité, insensibles à l'expansion. Et avec le temps, ces galaxies vont se rapprocher et fusionner pour former une seule et immense île d'étoiles. Finalement, cette galaxie fusionnée sera tout ce qu'il y aura à voir. Toutes les autres galaxies, tous les amas lointains, toute la toile cosmique scintillante auront disparu, hors de portée et de vue. Leur lumière s'est étirée jusqu'au néant. Imaginez maintenant des astronomes apparaissant sur une planète située dans cette galaxie lointaine, après la disparition du reste de l'univers. Ils lèvent les yeux et ne voient que leur propre île d'étoiles, entourée d'une obscurité totale et parfaite dans toutes les directions. Ils n'ont aucune galaxie lointaine à observer, aucune lumière s'éloignant à mesurer, aucune preuve que l'espace est en expansion, ni qu'il existe quoi que ce soit au-delà de leur unique galaxie. D'après tout ce que leurs instruments pourraient détecter, ils seraient contraints de conclure que leur galaxie est l'univers entier, seul et immuable dans un vide infini. La vérité selon laquelle
Le cosmos était autrefois rempli de 2000 milliards de galaxies, qu'il a commencé par une grande expansion, qu'il est toujours en train de se désintégrer, leur serait totalement invisible, effacé par l'expansion même qu'il a provoquée. Les faits les plus profonds concernant l'univers seraient devenus à jamais inconnaissables, non pas par manque de renseignements, mais parce que la distance avait emporté les preuves. Nous vivons par un pur hasard du temps dans une brève et précieuse période où l'univers se révèle encore, lorsque les galaxies lointaines sont encore visibles, quand leur lumière porte encore l'histoire d'un cosmos en expansion, quand nous pouvons encore voir assez loin pour savoir ce qui se passe. Ces futurs astronomes n'hériteront que du silence et d'une unique galaxie solitaire. Le cosmos ne se contente pas de nous éloigner de l'univers lointain. Sur une échelle de temps suffisamment longue, il devient impossible de savoir un jour que cela a existé. Et ainsi, même la connaissance elle-même, la dernière chose que l'on imagine impossible à atteindre par la distance, se révèle avoir une date d'expiration inscrite dans l'expansion de l'espace. Prenez du recul et observez l'impact global de la distance tout au long de ce parcours. Puisque le motif est l'essentiel et qu'il s'est construit dès la toute première image du système solaire, la distance a apporté une réponse instantanée. L'ordre donné à voyager arrive avec un jour de retard. Une conversation se transforme en un échange de 2 jours, et le sauvetage, comme Apollo 13 l'a appris, était déjà impossible même lorsque la radio fonctionnait encore. La première chose que le cosmos a supprimée, ce sont les allers-retours, l'aide immédiate, la capacité de réagir à temps. Au milieu des étoiles, la distance prenait une vie humaine. L'étoile la plus proche se situe hors de portée de toute forme de vie qui pourrait décider de s'y rendre. Même notre sonde la plus rapide mettrait 73 000 ans pour arriver à destination. Et franchir cet écart exigeait soit une succession de générations qui ne verraient jamais le lancement et l'atterrissage comme étant les mêmes personnes, soit une technologie que nous n'avons fait qu'esquisser. Le voyage ne s'inscrivait plus dans une vie à l'autre bout de la galaxie. La distance a eu raison de la civilisation. Un message envoyé de l'autre côté de la galaxie et ramené sur Terre prend 200 000 ans de plus que la durée d'existence de notre espèce sous sa forme moderne. Ainsi, aucune culture ne pourrait poser une question et survivre inchangée jusqu'à en entendre la réponse. Nous pourrions photographier la galaxie entière sans jamais la traverser, sans jamais la coordonner, sans jamais tenir une seule conversation vivante à travers elle. Entre les galaxies, la distance nous séparait même de notre plus proche voisin. Un bonjour à Andromède, et sa réponse s'étende sur 5 millions d'années. Tout l'arc de l'évolution humaine, même si Andromède est la galaxie amicale, la galaxie liée, celle qui tombe vers nous. Et ici, à la plus grande échelle, la distance nous reprend la dernière chose qui nous restait. La destination elle-même. Non pas la réponse, non pas la durée de vie, non pas la civilisation, non pas le contact, mais la possibilité même d'arriver, pour la plupart de tout ce qui existe. L'expansion de l'espace transforme la majeure partie de l'univers visible en un lieu que nous pouvons voir, mais que nous ne pourrons jamais atteindre. Un pays qui nous a été montré dans son intégralité et scellé à jamais contre nous. Remarquez qu'à aucun moment de cette ascension, l'univers ne nous a attaqués. Il n'y avait ni monstres, ni mondes hostiles, ni radiations mortelles qui définissaient ces barrières. Nous n'avons pas parlé de danger. Nous avons parlé de distance, et de distance seulement, du simple fait silencieux de la distance qui sépare les choses. Et nous avons vu ce processus nous dépouiller, échelon après échelon, de tout ce dont nous dépendons lorsque nous tendons la main vers quelque chose de lointain. La réponse, le sauvetage, la vie partagée, la civilisation partagée, la possibilité d'un contact et enfin, la possibilité d'arriver. Chaque échelle n'ajoutait pas simplement un chiffre plus grand. Chaque étape éliminait une hypothèse supplémentaire jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'à éliminer la destination elle-même. C'est la prise de conscience vers laquelle tout ce voyage a mené, et elle mérite d'être dite clairement. La barrière la plus profonde de l'univers n'est peut-être ni le rayonnement, ni le froid, ni l'absence d'un moteur suffisamment rapide, ni l'hostilité de mondes lointains. La barrière la plus profonde est la séparation elle-même. C'est ce que le cosmos impose gratuitement, sans effort, sans malice, simplement par sa taille et son étendue. Nous consacrons une si grande partie de notre imagination aux dangers de l'espace, aux choses qui pourraient nuire à un voyageur, au monde qui pourrait se montrer hostile.
Mais ce qui était véritablement insurmontable n'a jamais constitué un danger. C'était l'écart, le vide, l'obscurité grandissante entre deux îlots de chaleur. Rien ne doit nous menacer pour que l'univers nous maintienne séparés. Il suffit qu'elle soit immense, et elle est immense au-delà de toute menace imaginable. Et pourtant, et c'est là l'étrange grâce qui imprègne tout cela, ce même univers qui nous interdit le voyage nous offre la vue. C'est là le paradoxe silencieux qui est au cœur de tout ce que nous avons retracé. Le cosmos est cruel envers l'arrivée et étonnamment généreux envers la vue. Elle ne nous permettra pas d'atteindre l'étoile la plus proche de toute notre vie, mais elle nous permet de la voir à l'œil nu chaque nuit claire. Elle ne nous permettra pas d'atteindre Andromède, mais elle dépose gratuitement sur nos rétines la lumière d'Andromède, vieille de 2,5 millions d'années. Une galaxie entière livrée dans un jardin obscur. Elle ne nous permettra pas d'atteindre les milliards de galaxies situées au-delà de l'horizon des événements. Mais elle inonde nos télescopes de leur lumière ancestrale. Permets-nous de les compter, de les mesurer, d'apprendre leur histoire, même si elle les maintient à jamais hors de notre portée. Il nous est permis de contempler la quasi-totalité de l'univers. Nous n'avons accès qu'à la quasi-totalité de ces zones. Il y a dans cet arrangement quelque chose de presque insupportable et quelque chose de presque beau. Nous sommes des créatures capables de cartographier un cosmos que nous ne pourrons jamais traverser. Qui peut contenir l'image de 93 milliards d'années-lumière dans un seul esprit, tout en étant lié physiquement à un petit rocher humide, orbitant autour d'une étoile ordinaire? La lumière des lieux inaccessibles nous parvient malgré tout. Le portrait des pays interdits est suspendu librement dans notre ciel chaque nuit, que nous levions les yeux ou non. La distance nous a enlevé tout ce sur quoi nous nous appuyions, tandis que nous gravissions lentement ces échelles qui s'élargissaient. Et pourtant, il nous reste une chose qu'elle ne peut nous prendre. Cela nous laisse le soin de voir. Cela nous laisse le savoir. Alors, ce soir, lorsque vous vous tiendrez dehors et que vous apercevrez cette faible tache d'Andromède, ou que vous laisserez simplement votre regard se poser sur les étoiles éparses de notre petit bras de galaxie, comprenez bien ce que vous faites. Vous contemplez des distances qui ont déjà englouti des vies entières, des civilisations, et la possibilité même d'un retour. Vous recevez de la lumière provenant de lieux où vous n'irez jamais, où personne n'ira jamais, que l'univers en expansion a scellé pour l'éternité, et vous les voyez malgré tout. Le cosmos nous montre un pays où nous n'avons pas le droit d'entrer. Elle nous la montre dans son intégralité, en détail, sous une lumière plus ancienne que notre espèce, et nous demande de faire la paix avec ce regard. Les distances dans l'espace sont plus terrifiantes que vous ne le pensez. Non pas parce qu'il est vaste, mais à cause de tout ce qui s'y déroule en silence, et il est plus merveilleux que vous ne le pensez. Pour la simple raison que, malgré tout cela, la lumière trouve encore son chemin jusqu'à nos yeux. Nous ne pouvons pas traverser l'univers, mais l'univers, dans son étrange et silencieuse générosité, se signe encore pour nous atteindre et nous permet de voir les lieux mêmes qu'il ne nous laisserait jamais voir.